Bonjour Thierry, comment vas-tu? Bonjour, merci. Merci de me recevoir. Avec plaisir, c'est un plaisir de pouvoir te recevoir pour cet épisode, cette interview. On va un peu revenir sur ton parcours très rapidement, mais surtout, l'objectif, ce sera que tu partages des clés pour aider les gens à avancer dans leur vie et des clés concrètes, confiance en soi, stress, peur, doute, toutes ces choses-là que nous rencontrons au quotidien finalement dans tous les aspects de notre vie. Donc, premièrement, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, alors moi je m'appelle Thierry Lauré. Alors pour me présenter, par quoi est-ce que je pourrais démarrer? Mhm, Est-ce que je démarre de mon parcours? Moi je suis ancien athlète de haut niveau, mhm. 10 ans en équipe de France d'athlétisme. Ensuite j'ai eu un parcours pendant plus de 20 ans dans l'entrepreneuriat, promotion immobilière et communication. Et depuis 10 ans, je suis plus spécifiquement dans l'accompagnement individuel de groupe au travers de formations notamment et de coaching individuel. Donc dans le domaine de l'entreprise, les écoles de commerce et le sport de haut niveau. Ok, super. Donc, tu es plutôt dans la performance au final. Oui, alors c'est un mot avec lequel il faut faire très attention, mais c'est plutôt ça, c'est-à-dire que les personnes qui viennent vers moi sont des personnes qui ont des objectifs, elles souhaitent les atteindre, et ce qu'elles viennent chercher, c'est des clés en fait, comme tu le disais hors antenne. Elles viennent chercher des clés, donc j'essaie moi de leur proposer des clés au travers d'outils en fait que j'utilise et que je développe pour leur permettre de se rapprocher sereinement de leurs objectifs. Est-ce que tu peux donner, parce que tu as parlé d'outils du coup, est-ce que tu peux donner quelques exemples d'outils que les gens peuvent, que tu utilises pour accompagner et que les gens peuvent utiliser à leur tour? Alors les outils sont autour de thématiques. Par exemple, si on parle de préparation mentale avec les athlètes de haut niveau, les athlètes de haut niveau, ce qu'ils veulent développer, c'est une meilleure compréhension, une meilleure régulation émotionnelle, une meilleure motivation, une meilleure confiance en soi. Et pour chacune des thématiques, tu vas avoir des outils spécifiques. Si c'est par exemple la régulation émotionnelle, on va utiliser tout ce qui tourne autour de la respiration, de quelle manière on respire et on respire correctement, pour être en capacité de bien réguler son système nerveux. Et quand on régule bien son système nerveux, on peut agir de manière beaucoup plus consciente sur sa psychologie, par exemple. Et quand on est sur la psychologie, on va travailler par exemple sur les croyances aidantes et limitantes, on va travailler sur les valeurs, on va travailler sur les besoins. Voilà un certain nombre de choses qu'on découvre au fur et à mesure de l'accompagnement. Ok, super. Tu as parlé de croyances aidantes et limitantes du coup. Est-ce que tu peux un peu expliquer la différence entre les deux? Une croyance aidante, c'est une croyance qui te porte. Mhm. Une croyance qui te dit tu es sur le bon chemin, continue à avancer. Une croyance limitante, ça peut être une croyance qui va te bloquer, qui va te figer et qui va te dire à l'inverse que tu es sur le mauvais chemin. En tout cas, c'est ce qu'elle voudrait te faire croire. D'accord. Et tout le travail, c'est d'identifier quelles sont mes croyances aidantes et limitantes, par exemple, et quand elles sont limitantes, être en capacité de les modifier, voire de les supprimer. Ok. Et selon toi, d'où part le point de départ? Où démarre une croyance limitante ou aidante? À quel moment elle s'est construite? Voilà, Durant l'enfance. durant l'enfance. Tout démarre durant l'enfance. Tout démarre au moment où on est conçu, j'ai presque envie de dire, dans le fœtus de la maman, au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. C'est-à-dire aujourd'hui, on a plein de grilles de lecture qui nous permettent de comprendre un petit peu de quelle manière on s'est construit. Donc tu as l'épigénétique, tu as la psychologie, tu as les neurosciences, tu as la phénoménologie. Enfin, il y a plein de grilles de lecture qui, quand tu les croises, vont te permettre d'avoir des réponses et des réponses plutôt satisfaisantes dans les stratégies que tu vas mettre en place et donc de bien identifier ce que tu vas devoir modifier, comme je l'ai dit précédemment pour les croyances, mais typiquement dans ta stratégie, dans ce que tu as mis en place, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent moins bien? Du coup, les croyances, elles ne sont pas figées, c'est-à-dire qu'on peut les modifier, elles peuvent changer. Une croyance limitante peut être transformée en croyance aidante et inversement, du coup. Oui, petit, de croire au Père Noël, tu vois, ça t'a peut-être fait du bien de continuer à croire au Père Noël aujourd'hui, peut-être que c'est plus une bonne idée. Donc c'est ça une croyance en fait. Et puis une croyance, c'est quelque chose qui est transmis par ton environnement. Mhm. Donc quand tu es dans un environnement familial euh, où on va te transmettre des croyances qui ne vont pas forcément être aidantes pour toi, très rapidement tu risques d'être bloqué dans ton évolution et dans ta capacité à atteindre tes objectifs. J'ai un peu l'impression que les croyances, c'est une sorte de... Comment je pourrais dire ça? C'est un peu héréditaire finalement. C'est quelque chose qu'on se transmet peut-être de génération en génération. Il y a l'environnement familial, Mhm. mais ensuite il y a tout ce qui concerne l'environnement scolaire, social, donc privé, social, professionnel, et puis sportif, bien évidemment, très tôt sportif. Quand tu commences à faire du sport tôt et que tu as un certain talent que tu exprimes par tes capacités physiques, par exemple, les personnes qui vont être autour de toi, celles qui vont t'accompagner, vont ensuite agir sur ta psychologie
et t'amener dans de bonnes ou de moins bonnes conditions à atteindre tes objectifs. Ok, d'accord. Et du coup, toi, lorsque quelqu'un se présente à toi et te dit, je veux atteindre tel objectif ou j'ai l'impression d'avoir une forme de plafond de verre, comment est-ce que tu arrives à lui faire, parce que j'imagine que c'est une sorte de prise de conscience que la personne doit avoir, comment tu arrives à lui faire passer ce cap-là? Alors oui, c'est une prise de conscience, parce que sans prise de conscience, le changement est impossible. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas conscience. Donc une des premières étapes, effectivement, c'est la prise de conscience. De quelle manière la personne va pouvoir prendre conscience, et ça va se faire évidemment dans l'échange, en la questionnant, et surtout en questionnant la manière dont elle pense, la manière dont elle perçoit ses environnements, donc la manière dont elle perçoit sa réalité. Ok, d'accord. Et il y a quelque chose que tu dis très souvent dans les podcasts ou même sur les réseaux. Tu parles du fait de créer sa propre réalité, comme tu en as parlé. Et justement, à quoi ça correspond selon toi? On vit tous dans des réalités différentes. Toi et moi, en ce moment, on partage une réalité. Si toi, ce soir, tu parles de ce que tu as vécu avec moi et que moi, je le fais de mon côté, peut-être qu'on va décrire deux réalités différentes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, On est au même endroit en ce moment, mais ce qu'on est en train de vivre, on le vit différemment. Parce qu'on est stimulé par l'environnement et toutes ces stimulations, ensuite, vont venir agir sur notre psychologie, sur notre corps et faire que ce qu'on est en train de construire est quelque chose d'individuel. ok. Peut-être que ce soir, tu diras j'ai tourné un podcast avec Thierry, c'était plutôt sympa. Et peut-être que moi, je dirais de mon côté que j'ai tourné un podcast avec toi et que c'était très sympa. Tu vois, il y a des nuances, en fait, qu'on va pouvoir retrouver dans la manière dont les individus vont relater l'expérience qu'ils ont vécue. Et c'est dans ces nuances qu'on va arriver à comprendre dans quelle réalité vit chacun des individus. Ok. Et à quel point est-ce que, parce que on vit chacun notre propre réalité, mais c'est un peu inconscient finalement, on n'a pas conscience de tous les biais qui transforment ou qui modulent un peu notre réalité. Et est-ce que tu penses que c'est important d'avoir conscience de ça? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important d'en avoir conscience? Alors, il y a ce qui est dans le champ de la conscience et ce qui échappe au champ de la conscience. Par exemple, en ce moment, tu vois, devant nos yeux, il y a des images subliminales, il y a peut-être des odeurs qu'on n'est pas en capacité d'identifier en conscience, mais que le cerveau, lui, identifie. Et ça va nous impacter sans même qu'on s'en rende compte. Ensuite, par rapport à la réalité, on vit tous dans des réalités différentes, mais c'est nous-mêmes qui construisons cette réalité. Et on construit cette réalité en contact avec les environnements. Ce matin, je me lève et je me dis que je vais passer une belle journée. Ok. C'est ce que je me dis. Je me dis ça parce que je prévisualise ma journée, je sais que je vais prendre mon train, que je vais faire 2 heures de train, que pendant que je vais être dans le train, c'est super parce que je vais être au calme et que je vais pouvoir travailler. Personne ne va me déranger. Ensuite, je vais arriver à Paris, je suis arrivé il y a une demi-heure, que je vais me retrouver avec toi, qu'on va être sur un podcast très sympa, où on va parler de mes activités. Dans la manière dont je pense ma journée, donc je l'imagine, conditionne déjà la manière dont je vais la vivre. Ok. Si à l'inverse, je m'étais dit ce matin en me levant, je suis fatigué, je dois prendre le train, ça va être 2 heures de train, ça va être fatigant, je vais arriver à Paris, fatigué, le podcast, je ne sais pas s'il va plus ou moins bien se passer. Donc la manière dont je me parle devient une réalité pour mon cerveau et pour mon corps. Ok. Et donc l'idée, c'est de dire la chose suivante, c'est que le matin, quand tu te lèves, c'est toi qui décides de la journée, donc de la réalité que tu vas vivre. Ok. Cette réalité, tu la construis de quelle manière? Tu la construis à partir d'une identité. L'identité, c'est la manière dont je pense, dont je m'exprime, dont je perçois les choses que je vais vivre. Cette manière de penser va produire chez moi ce qu'on appelle des représentations mentales, des images, des sons, des sensations. Donc ce matin, quand je me suis projeté, j'avais une image déjà de ce que l'on allait vivre tous les deux. Ok. On fait tout ça. Donc ce que je suis en train de vivre, je l'ai déjà imaginé quelque part. Et cette représentation mentale va produire chez moi un état émotionnel. Ok. De joie, de peur, de tristesse, de colère. Bon, c'était plutôt de joie. Et cette émotion de joie va me permettre de me mettre en action au travers d'un comportement qui va être plutôt adapté à ce que je veux vivre. Et c'est au travers de ces comportements que je vais construire une expérience qu'on est en train de vivre. Et cette expérience se rajoute à des expériences que j'ai jamais vécues. Et la somme des expériences que je vis deviennent ma réalité et me rapproche des objectifs que j'ai envie d'atteindre. Ok, d'accord. Et tu vois, dans ce que tu as expliqué, il y a plusieurs choses très intéressantes. Mais déjà, j'ai l'impression que c'est un peu le matin, il y a une forme de préparation mentale, quelque part. Mais aussi, tu as parlé de l'état émotionnel. Est-ce que tu peux revenir très rapidement dessus? Et parce que c'est quelque chose qui est important, dont on n'a pas conscience et que les gens négligent très souvent. Est-ce que tu peux en parler un peu?
Bon, les émotions, hein, c'est au cœur du sujet, Ouais. parce que tout passe et toutes les émotions traversent toutes les expériences. Le matin, oui, c'est du conditionnement mental, mais on fait tout ça sans s'en rendre compte. Il y a ceux qui vont subir la manière dont ils se parlent, il y a ceux qui vont prendre la main dessus. La préparation mentale, préparer un athlète mentalement à ce qu'il va vivre, c'est lui proposer des outils qui vont lui permettre de construire ce qu'il a envie de vivre. Actuellement, j'ai des athlètes, et j'en avais 20 qui ont participé aux derniers Jeux Olympiques. Là, j'en ai un peu plus de 20 qui préparent les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles. Le matin, quand ils se lèvent, ils se posent tous la question de savoir s'ils vont participer aux Jeux Olympiques. Donc, ils l'imaginent. Ils s'imaginent les étapes qu'ils vont devoir franchir pour y arriver. Pour certains, ils s'imaginent sur un podium, pour d'autres, peut-être champions olympiques. Donc, ce qu'ils sont en train de se raconter conditionne leur quotidien. Et donc, quand tu fais de la préparation mentale et que tu échanges avec un athlète, tout de suite, très rapidement, tu sais dans quel champ se situe l'athlète. Et tout ton job, ça va être ça. Ça va être, au travers de ce qu'il se dit, de ce qu'il se raconte, lui permettre de bien identifier, notamment les croyances. Ce que tu te dis est aidant pour toi, ou est-ce que ça te limite? Parce que c'est en train de réguler, donc d'impacter ton état émotionnel. Ok. J'ai eu, c'était hier, j'ai lu Mathilde, une joueuse de tennis professionnelle, qui a vraiment beaucoup progressé en l'espace d'un an en préparation mentale, énormément. Elle a gagné 1000 places au niveau mondial. Et là, elle arrive quelque part, c'est ce qu'elle me dit, à un plafond de verre. Parce que la progression, tu vois, ça ne peut pas tout le temps être comme ça. Et là, il y a les doutes qui arrivent. Ouais. J'ai l'impression de nouveau de jouer comme je jouais avant, de me laisser perturber par mes pensées, de moins bien réguler mes émotions. Je lui dis non, c'est pas possible. Souviens-toi où tu étais il y a un an. Elle me dit ah ouais, t'as raison. Donc tu vois, en fait, l'accompagnement, c'est ça. C'est en permanence. La personne me parle et au travers de ce qu'elle me dit, j'identifie ce qu'elle est en train de se raconter, qui est en train de l'impacter psychologiquement et physiologiquement. Okay. Parce que quand elle me dit ça, elle est plutôt, c'est ce qu'elle me disait, dans un état de figement. Tu vois, j'ai l'impression d'être figé, de ne plus arriver à savoir jouer. Donc là, ça va être, hop, tu la sors de sa tête. Ouais. tu prends de la hauteur, ça s'appelle mettre l'athlète en métacognition, et tu vas t'observer en train de me parler. Mm-hmm. Et quand tu m'observes en train de te parler, qu'est-ce que tu te dis? Elle me dit oui, non, là, ça ne va pas. Ouais. Donc tu vois, une des choses qui est importante en préparation mentale, mais dans tous les accompagnements, c'est permettre à la personne que tu accompagnes justement de sortir, d'avoir une position beaucoup plus haute et de s'observer en train de parler, en train de réguler ses émotions plus ou moins bien, en train de plus ou moins bien dormir. Bref, de lui permettre de mettre encore plus de conscience sur ce qu'elle produit au quotidien, et dans ce qu'elle produit, qu'est-ce qui pourrait la bloquer. Ok, c'est super intéressant parce que j'ai 2-3 questions au niveau de la préparation mentale, justement. On a souvent l'impression que, parce que c'est surtout eux qui en parlent, que c'est surtout destiné aux athlètes de haut niveau. Mais j'ai aussi l'impression que même pour un individu, on va dire, qui n'est pas athlète de haut niveau ou autre chose, que c'est aussi un élément qui peut être très important et dont il faut avoir conscience. Est-ce que, selon toi, c'est vrai ou est-ce que c'est vraiment destiné qu'à un certain type de personnes? Non, ce n'est pas destiné qu'aux athlètes de haut niveau. En fait, les athlètes de haut niveau utilisent des outils que tout le monde pourrait utiliser. Après, tout n'est pas duplicable de la même manière, parce que quand tu es athlète de haut niveau, tu es dans un cadre bien particulier, avec un environnement bien particulier, donc par rapport aux objectifs que tu te fixes, tu essaies d'optimiser ton environnement. Donc un athlète, par exemple, qui travaille sur sa régulation émotionnelle, à qui je vais proposer tous les jours de faire tant de minutes ou tant d'heures de respiration, tant de minutes de méditation, tant de minutes d'auto-hypnose ou d'hypnose, il va pouvoir l'intégrer dans son quotidien parce que ça vient répondre tout de suite à quelque chose de concret. Une personne qui, dans son environnement familial, imaginons une personne en particulier, un chef d'entreprise, qui veut de la même manière progresser sur sa régulation émotionnelle. Le matin, quand il va se lever, peut-être qu'à la différence de l'athlète, il ne faut pas généraliser, il va être chez lui avec des enfants, sa compagne, un environnement qui peut être moins optimisé pour utiliser l'outil tout de suite en conscience. Okay. Donc à chaque fois, il faut arriver à bien faire la différence des contextes, des situations dans lesquelles se trouvent les personnes, pour leur permettre ensuite d'agir différemment. Donc pour répondre à ta question, les outils sont utilisables par tous. Ensuite, il va falloir les adapter aux environnements dans lesquels se trouvent les personnes. Donc moi, ce que je le vois moi en formation, tu vois, j'ai des formations en ce moment sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'enfant intérieur, le stress, l'anxiété. Donc j'ai des particuliers
à qui je propose d'utiliser ces outils et je vois bien qu'ils ont plus de difficultés à le faire qu'un athlète de haut niveau qui est vraiment dans un environnement qui est complètement optimisé. Ok. Du coup, tout au long de notre échange, j'ai remarqué une chose, c'est que l'esprit influence le corps et le corps aussi influence l'esprit. Parce que tu as parlé de respiration, d'avoir conscience de ça. Est-ce que tu peux un peu en parler? Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une image, une idée que je me fais actuellement? Non, non, c'est pas une idée. L'esprit et le corps sont reliés, et notamment sont reliés par ton système nerveux. Et ton système nerveux, lui, il fonctionne notamment grâce à ton cœur, à ton rythme cardiaque. Donc tout ça, c'est relié. Des fois, l'information vient du corps, des fois, elle vient du cerveau, on ne sait pas trop. En tout cas, ça circule. Ok. Par exemple, dans la régulation émotionnelle, il y a une approche qui est celle d'Antonio Damasio, qui est un chercheur, un neurobiologiste américain qui a développé la théorie des marqueurs somatiques. Et selon lui, une émotion est d'abord produite quelque part par le corps. Ok. C'est le corps qui ressent. Et ensuite, cette information par ton système nerveux va remonter dans ton cerveau, dans toutes les parties de ton cerveau. Et puis, il y a une partie de ton cerveau qui s'appelle le cortex somatosensoriel, qui va te donner une indication, qui va te dire, par exemple, si c'est un niveau de douleur, à quel niveau de douleur tu es. Ok. Il y a d'autres approches, la neurophénoménologie, par exemple, qui est aussi une approche dans laquelle on va essayer de comprendre de quelle manière l'individu construit sa réalité de manière subjective. Ok. Toujours relation corps-esprit. Tu as une autre approche en sciences cognitives, qui est celle de la cognition incarnée, qui nous dit que le cerveau est relié et se situe dans ton corps, dans ta tête, dans ton corps, et il est en relation avec ton corps. Et le corps est en mouvement. Il produit des actions, et c'est dans le cadre des actions que produit le corps que tu vas pouvoir bien comprendre quels sont les apprentissages que tu mets en place. Et ces apprentissages, comment tu vas pouvoir ensuite les pérenniser sur la durée. Donc en fait, la relation est permanente. Ok. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ça? Moi, je suis thérapeute exactement, psychopraticien. Donc si quelqu'un vient me voir pour un travail plus thérapeutique que coaching, et qu'il a été suivi par exemple par un psychologue avec qui il a une approche essentiellement par le mental, tu vois, par la discussion, des fois il ne va pas trouver toutes les réponses. Et surtout, et souvent, les réponses viennent par le corps. Je l'ai encore vécu, tu vois, samedi dernier sur un webinaire de formation avec une personne qui est TDAH, qui souffre depuis longtemps de ce symptôme. Et elle a suivi beaucoup d'accompagnement, elle se documentait beaucoup. Et pendant le webinaire, elle était plutôt en stress, elle me disait, je vois des personnes parler du TDAH et dire en fait qu'aujourd'hui, elles en ont fait une force. Elle me dit, je ne sais pas comment elles font. Et franchement, moi, ça commence vraiment à me perturber. Et donc je lui dis, comment tu te sens là? Elle me dit, mais pas très bien. Je lui dis, on va faire un petit exercice. Donc on était en visio, tu vas t'asseoir, tu vas fermer les yeux, tu vas prendre une bonne inspiration soufflée, et pendant 5 minutes, tu vas juste écouter ma voix. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 5 minutes? Même pas 5 minutes, 2 minutes. Je lui ai juste appris à respirer, à se mettre en contact avec son corps et son rythme cardiaque, Ok. et à calmer le système. Ok. Et quand elle aurait réouvert les yeux, je lui ai dit, tu vois, ça c'est une des pistes d'amélioration. Je lui ai dit, comment tu te sens là? Elle me dit, bah, là, je me sens beaucoup mieux. Je lui ai dit, est-ce que tu l'avais déjà fait ça? Elle me dit non. Ah, bah ouais. Donc, tu vois que ça passe par le corps en fait. Donc ton DDAH, il passe d'abord aussi par le corps. Ok. Ah oui, c'est. Donc quand tu reprends le contrôle de ton corps par ta respiration, typiquement donc de ton système nerveux, et que tu apaises le système, donc qu'est-ce qui va se passer au niveau neurologique? Tu vas passer d'ondes de gamma, bêta à des ondes alpha, qui sont des ondes beaucoup plus lentes au niveau du cerveau. Donc quand tu calmes ton système nerveux, tu calmes tes ondes cérébrales, donc tu calmes ton anxiété, ton angoisse, Ok. et tu mets le système au calme en fait. C'est très puissant ça. Et tu n'as pas besoin de penser pour ça. Tu te concentres juste sur ton... Donc en 2 minutes, elle rouvre les yeux. Je dis, comment ça va? Elle me dit, oui. Je lui dis, t'as vu là en fait? Tu n'as pas eu besoin de réfléchir. Tu as juste besoin de te concentrer sur ton cœur. Et au final, la respiration, c'est aussi une des clés pour calmer le stress, l'anxiété. La respiration, c'est le pilier de ta santé. Ok. C'est incroyable. On vient au monde par une inspiration, on quitte ce monde par une expiration. À l'inverse, on vient au monde par une expiration et on quitte ce monde par une expiration. Ok. D'accord? C'est la manière qu'on s'était. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le dépouillement personnel, qui est sorti l'année dernière. Et dans cette approche du dépouillement personnel, les personnes qui viennent me voir en coaching sont des personnes qui veulent rajouter des compétences sur des compétences qu'elles ont déjà. Moi, je leur dis, avant de vouloir rajouter des compétences, on va les vérifier si les fondations sont solides. C'est comme dans l'immobilier. Si tu veux rajouter un étage sur un immeuble,
avant de rajouter un immeuble, tu vas aller vérifier si tes fondations sont solides. Et pour l'être humain, c'est la même chose. On va aller vérifier si les fondations sont solides. Et donc, le dépouillement personnel, c'est se défaire de tous ces systèmes de croyances, de valeurs, tout ce qui nous a constitués au fur et à mesure de notre construction. On va revenir, déconstruire, et on va revenir à quoi? Au cœur. Ok. Et on va repartir de là. Ok. Et du coup, tu as parlé de fondation personnelle. Est-ce que tu peux approfondir? C'est quoi les fondations personnelles et sur quoi, en tant qu'être humain individu, on se repose réellement? Là, si je te questionnais, et si je te demandais, par exemple, de m'indiquer de quelle manière tu perçois la vie, dans le projet de ton podcast, quelle est ta stratégie, qu'est-ce que tu es en train de développer, qui est-ce que tu veux toucher. Tu vas m'indiquer un certain nombre de choses. Et par rapport à la manière dont tu vas me parler, à un moment donné, moi, je vais te proposer peut-être d'imaginer les choses différemment. Et ce que je vais te permettre, peut-être, c'est de te poser des questions que tu n'as pas l'habitude de te poser sur ta manière de fonctionner. Et ça, très rapidement, on va pouvoir le remettre en lien avec ton enfance. Ok. Donc les fondations, c'est tout ce que tu vas mettre en place pendant ton enfance. Ok. De quelle manière tu vas grandir et dans la manière dont tu vas grandir, quel type de lien, par exemple, tu vas développer au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on appelle le lien d'attachement. Si tu as été éduqué, si tu as grandi dans une famille où tes parents étaient là, tout le temps présents, et que tes parents répondaient à l'ensemble de tes besoins, tu as peut-être un profil qui est un profil sécure, selon la théorie de John Bowlby. Donc, un enfant sécure, c'est un enfant qui n'a pas de difficulté à tester les environnements. Ok. Il est curieux, il teste. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Et quand ça se passe moins bien, hop, il revient vers ce qu'on appelle sa figure d'attachement. Souvent, c'est la maman. Et la maman va lui dire, bien là, dans ce que tu viens de faire, tu vois, peut-être que tu pourrais le faire différemment. Donc, ce que je te propose, c'est de t'expliquer ce que tu viens de faire et de retester. Donc, en fait, cet enfant, il est en train de construire quoi en termes de croyances dans la vie? Plus je teste, plus j'apprends et plus je développe de la confiance. Ok. À l'inverse, si tu as été dans un environnement familial, tu as grandi avec des parents qui étaient moins présents, moins cohérents, et des fois tu testais des choses et puis les remarques qu'on te faisait n'étaient peut-être pas les bonnes. On venait impacter quoi? Ta confiance en soi, ton estime de soi, peut-être même l'image qu'on te renvoyait de toi qui n'était peut-être pas la bonne. On pourrait te dire, tu vois, tu fais que des bêtises, ou alors tu comprends rien, tu fais que les choses pas bien, ou alors tu es à l'école primaire, un jour tu passes au tableau, tu fais un exercice de mathématiques, et puis ton instituteur te moque et l'ensemble de tes camarades te moquent. Ok. Peut-être que le lendemain, tu n'as plus envie d'aller à l'école. Et là, tu vas développer un profil plutôt insécure. Un profil insécure, c'est tester des choses, c'est pas forcément la bonne idée. Parce que je risque d'être impacté par les autres, et dans ce que les autres vont me renvoyer de moi, ça ne va pas me sécuriser. Ok. Donc les fondations, c'est ça. Dans quel environnement tu as grandi, en fait. Il y a d'autres profils, un profil évitant, tu as des profils désorganisés. Donc en fait, on va retrouver dans l'enfance, par le questionnement, très rapidement, de quelle manière, au niveau psychologique notamment, et émotionnel, l'enfant s'est construit. Parce que cette construction qui se passe pendant l'enfance, par exemple, il faut savoir que le lien d'évitement, le lien d'attachement que je viens de te décrire, se construit dès les premiers jours et va se cristalliser pratiquement entre 12 et 18 mois. Ok. Donc on sait qu'à 18 mois, un profil sécure ou insécure va te suivre toute ta vie. D'accord. Donc ça commence aussitôt. Ah oui, tout de suite. D'accord. Parce que moi, j'avais l'impression que ça commençait un peu quand on avait un peu plus conscience des choses. Non. Non, c'est dès le départ. Ah oui. La conscience, elle se développe dans ton cerveau plus tard. Ok. Mais quand tu as 1 an et demi ou 2 ans, hier j'étais en coaching, voilà, avec une dame, elle a un garçon de 20 mois qui bouge beaucoup, qui teste beaucoup de choses dans ses environnements, mais qui est dans un environnement familial qui n'est pas forcément sécure. Ok. Elle est séparée du papa, elle a une stratégie, elle, d'éducation, le papa en a une autre, et donc l'enfant, en fait, il est basculé d'un environnement à l'autre. D'un côté, on lui autorise des choses, de l'autre, on lui interdit inversement. Donc cet enfant, en fait, il ne sait pas. Ok. Elle me dit, voilà, il est perturbé, il a beaucoup de difficultés à tenir en place. Moi, je lui dis, l'enfant, en fait, c'est pas contre toi qu'il en a. Quand il est en réaction de cette manière, ce qu'il essaie de faire, lui, c'est de trouver des solutions. Donc, au travers de tous les comportements qu'il utilise et qu'il te sollicite,
même quand ça ne te plaît pas, parce que des fois tu es fatigué, des fois tu n'es pas forcément à l'écoute comme tu devrais être. Ce qu'il fait lui, c'est juste essayer d'obtenir des réponses. Ok. Et avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il teste. Il se construit, il teste. Et en se testant, il teste ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et donc, quand chez sa mère, on lui autorise des choses et que chez son père, on ne lui autorise pas, et que de la même manière, à l'inverse, il se passe les choses contraires, l'enfant, il ne sait plus où il habite. Ouais. Donc, très rapidement, ça peut faire un enfant qui est perturbé, qui ne comprend pas, en fait, ce qui est en train de se passer. Sauf qu'avec moi, il ne s'exprime pas par la parole encore. Oui. Oui, bah oui. Donc, il vit tout émotionnellement. Je vis des expériences, on me refuse quelque chose, je pleure, par exemple. Ouais. Donc, pleurer, c'est relié à une émotion, qui peut être de colère ou de tristesse. Donc, ça veut dire qu'au niveau de son système nerveux, par les émotions qu'il est en train de produire, il est en train déjà d'impacter sa psychologie. Ok. Et c'était la question que tu m'avais posée peut-être au début, c'est l'importance notamment des émotions et de la régulation émotionnelle dans le système. Parce que le corps humain, c'est un système. Mais les émotions sont partout, tout le temps. Tout le temps. En ce moment-là, on est dans des états émotionnels. Oui, tout à fait. Et c'est incroyable parce que, en fait, je me rends compte encore plus du pouvoir des émotions, au final. Elles nous construisent quelque part. Complètement. Mais du coup, tu parles beaucoup de régulation émotionnelle parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que les émotions, bon, sont banalisées déjà. Et en fait, tu sais, il y a des gens qui sont hyper émotifs, hyper sensibles, ce genre de choses. À quel point on peut user de la régulation émotionnelle? Par exemple, si je suis hypersensible, comment je peux avoir déjà conscience de ça et aussi le réguler? Comment tu te sens là? Je me sens bien. Tu te sens bien? Ouais. Est-ce que tu penses que tu pourrais te sentir mieux? Bien sûr, toujours. Voilà. Là, par exemple, si je te propose la chose suivante, de prendre une bonne inspiration, tu fais ça. Tu le fais une deuxième fois. Et tu fermes les yeux. Imagine juste là que tu commences à te sentir mieux, de mieux en mieux. Et plus tu te sens mieux, plus ton corps se relâche, plus ton corps se relaxe, plus ton corps se détend. Et pour sentir que ton corps se relâche et se détend, je te proposais de te concentrer sur ton rythme cardiaque. De reprendre une petite inspiration et de souffler. Là, tu viens de remettre le système au calme et de prendre conscience de l'état interne, donc émotionnel dans lequel tu es. Et par toi-même, tu es en train de le réguler. Tu es en train de décider, par une intention, d'être dans une émotion qui est beaucoup plus agréable. C'est incroyable. C'est fou. En même pas 30 secondes, tu reprends le contrôle. Du coup, c'est une technique, une astuce pour reprendre... Ce matin, je me lève et je mets une intention sur ma journée. On va reprendre l'exemple du début. L'intention, c'est ma journée va être belle. J'ai décidé de passer une belle journée. Mais les journées ne se passent jamais comme tu l'as prévu. Oui. Peut-être qu'en sortant du podcast, je vais croiser une personne dans la rue qui va m'agresser. D'accord ? On ne souhaite pas. Donc, il va falloir que je m'adapte. Donc, ton émotion, tu peux la construire à partir de ta psychologie. Je décide que. Okay. J'ai une représentation mentale qui m'amène un état émotionnel. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la plage. J'imagine la mer, je m'imagine les pieds dans l'eau. A priori, ça va le faire. L'émotion peut aussi arriver par le corps. C'est-à-dire que je suis en face d'une personne qui commence à m'agresser verbalement. Et là, j'ai une émotion de colère qui commence à monter. C'est parce que mon corps réagit aussi, mon système nerveux réagit. Et si je ne prends pas le contrôle de ce qui est en train de monter, très vite, je vais me sentir dépassé. Donc, il y a ce que je peux produire par mon cerveau, il y a ce que mon corps m'envoie comme information au niveau émotionnel et me dit, Thierry, ça c'est un message que je t'envoie, il va falloir que tu agisses dessus. Parce que est-ce que ton émotion est adaptée ou pas à ce que tu veux vivre? Okay. Typiquement, je croise une personne qui m'agresse, une émotion de colère pourrait arriver par un mécanisme de défense, et là, j'ai plusieurs solutions. Je suis face à une situation de stress, qui est une réaction naturelle, le stress, mais face à une situation de stress, j'ai 3 possibilités. La fuite, si je me sens vraiment en danger, le combat, si je pense que je peux combattre, ou verbalement ou physiquement, ou
si la personne m'impressionne et qu'elle me rappelle peut-être une expérience de vie dans laquelle j'ai vécu quelque chose de similaire et de désagréable, me figer par rapport à ce que je suis en train de vivre. Et dans les 3 comportements que j'ai, il y a une émotion qui est en train de circuler. Des émotions qui sont en train de circuler, elles-mêmes impactées par ta capacité à bien réguler ta respiration, donc à bien réguler ton système nerveux. Ok, c'est fou. Par exemple, tu vois, moi, quand j'ai arrêté le sport de haut niveau, je me suis mis aux arts martiaux. C'est passionnant, les arts martiaux. J'en fais depuis plus de 17 ans maintenant. Et dans les arts martiaux, ce que j'ai découvert, justement, c'est cette capacité à bien réguler tes émotions, alors même que dans le sport de haut niveau, j'avais l'impression de déjà bien le réguler. Okay. Moi, je faisais du 100 mètres. Donc, quand tu fais du 100 mètres, tu es dans ton couloir et la seule personne avec laquelle tu combats, finalement, c'est toi. Ouais. Parce que si tu commences à te concentrer sur les autres, tu es sûr que tu vas faire des fautes. Ouais, c'est sûr. Quand tu fais des arts martiaux, tu dois aussi te concentrer sur l'autre. Okay. Et tu dois être dans un travail d'anticipation permanent. Et l'autre, en permanence, va vouloir t'amener à la faute. Okay. Donc, c'est pas comme dans le sprint. Tu dois faire avec une autre personne. Donc, ta capacité à savoir anticiper ce que toi, déjà, tu es capable de faire. À anticiper ce que l'autre pourrait te faire. Et par ces techniques, où est-ce qu'il veut t'amener? Tu es dans un travail permanent, en fait, du coup, de préparation mentale, mais dans un travail permanent où tu es très à l'écoute de ce que tu es en train de te dire, très à l'écoute de ce que tu es en train de ressentir, pour ne pas faire de faute. Un sprint, ça dure 10 secondes, en gros. Tu vois, 10 secondes. Donc, 10 secondes, ça va très vite. Quand tu fais des arts martiaux, par exemple, quand tu t'entraînes, tu fais des randonnées, ce qu'on appelle des combats à l'entraînement, tu vas partir pour 5 minutes de randonnée. 5 minutes, c'est long. Il se passe beaucoup de choses dans 5 minutes. Et donc, tu apprends ça, tu apprends à développer tout ça. Ok. Et tu vois, tu as parlé de... C'est un point sur lequel je vais revenir parce que pour moi, c'est très important, des expériences de vie qui nous suscitent des émotions et qui, entre guillemets, nous impactent et nous... Ça, moi, je parle de ce principe-là, que ça nous impacte tellement qu'on l'enregistre et on le garde, sans en avoir forcément conscience. Est-ce que tu peux revenir sur ça, sur l'impact qu'ont les expériences de vie et surtout, parce que je pense que beaucoup de personnes sont impactées par ça, comment s'en détacher pour pouvoir avancer? Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais du début, du schéma que j'ai donné au début, ouais. Mais les expériences sont le résultat, typiquement, d'un cheminement. Donc, ce que je me dis, ce que je ressens et les actions que je mets en place m'amènent à vivre des expériences. Une expérience, c'est un apprentissage. Au travers de ce que je viens de vivre, qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Je tourne un podcast avec toi. Quand le podcast sera terminé, je vais me dire, OK, est-ce que j'ai bien répondu aux questions? Est-ce que j'ai parlé correctement? Est-ce que j'avais pas trop de tics de langage? Est-ce que je suis arrivé à exprimer clairement ce que je voulais exprimer? Je vais essayer de comprendre. Il y a ce que je vais me raconter de manière imaginaire. Ensuite, je vais voir le podcast. Et là, quand je vais voir le podcast, je vais me dire... il y a beaucoup de travail, tu vois. Donc, en fait, les expériences, elles servent à ça. Okay. À te dire, dans ce que tu viens de faire, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu pourras améliorer. On appelle ça du feedback. Ensuite, dans ce que je vais observer, dans ce que je vais me dire, je vais le faire au travers de biais cognitifs. Quand je me perçois, moi, à l'écran, j'ai une manière de me voir, au travers de mes sens, que d'autres ne voient pas. Je vais dire à une personne, t'as vu ce que j'ai dit là? T'as vu mon tic de langage? Non. Je ne suis pas entendu. C'est vrai. Parce que la personne a l'habitude de m'écouter, donc pour elle, quand elle me voit à l'écran, c'est normal. C'est comme si elle me voyait dans la vraie vie. Ouais. Pour toi, ça doit faire la même chose, oui. Quand tu te vois à l'écran. Oui, tu vois. Oui. Et les expériences, ça sert à ça. Donc, en fait, c'est la somme de tes expériences qui vont te rapprocher de la réalité que tu as envie de vivre. Donc, de la vision que tu as de toi quand tu te projettes dans le futur. Si aujourd'hui, ta vision, c'est moi, je veux que mon podcast, à un moment donné, bien évidemment, il décolle, qu'il soit de plus en plus vu, qu'il touche de plus en plus de personnes. Donc, tu as une vision stratégique, bien précise, une représentation bien précise de ce que tu as envie que les gens perçoivent, ressentent, parce qu'un podcast, et tout ce que tu fais toi, en plus, c'est génial. Toi, tu es vraiment sur des thématiques où, tu vois, ça embarque les gens. À chacun des podcasts que tu tournes, l'idée, je pense que tu ne m'as pas attendu pour ça, mais c'est de te dire qu'est-ce que je peux améliorer. Voilà. Et dans ce que tu peux améliorer, où effectivement tu es dans une dynamique où tu es tout seul, à te poser les questions, à t'amener les réponses,
et ça peut déjà être très bien, et tu continues à avancer, mais peut-être qu'à un moment donné, tu risques de te retrouver bloqué dans ta stratégie. Et c'est là où tu pourras avoir besoin d'un regard extérieur qui va te permettre de mettre de la conscience, plus de conscience, sur la manière dont tu fonctionnes, sur la manière dont tu développes les stratégies, et peut-être de t'indiquer, dans ce que tu mets en place, il y a peut-être d'autres pistes, peut-être d'autres chemins qui te permettraient encore d'optimiser tout le travail que tu es en train de mettre en place. Et tu vois, c'est intéressant parce que on a tous un regard sur nous-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, tu te regardes sur une vidéo, moi, je te regarde sur une vidéo, c'est différent. Si moi, je me regarde moi-même sur une vidéo et que toi, tu te regardes sur une vidéo, c'est différent. Et justement, moi, le truc, ma question, c'est que je pense qu'il y a aussi une notion d'estime de soi. Tu vois, parce on est très critique envers soi-même, beaucoup moins envers les autres. Et du coup, à quel point tu penses que l'estime de nous-mêmes peut biaiser notre vision de nous-mêmes et surtout, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une bonne estime de soi? Alors, tu vois, je viens de démarrer samedi une formation sur l'estime de soi où je vais accompagner les personnes pendant 8 mois. Tout part d'une définition déjà. C'est quoi pour toi l'estime de soi? Si tu devais la définir. Moi, je dirais que c'est la vision que j'ai de moi-même, c'est-à-dire comment je me perçois. D'accord. Ok. Il y a plusieurs approches, il n'y a pas de vérité. L'estime de soi, dans l'estime de soi, tu as un mot qui est important, mais ils le sont tous, mais c'est estime. Estimer, c'est la valeur. Quelle est la valeur que je me donne? Si je vais te poser une question. Si aujourd'hui, tu devais te donner une valeur sur une échelle de 1 à 10. Je me dirais 10. Super. Tu vois, c'est la valeur que tu te donnes. Est-ce que tu penses que tu pourrais monter à 11 ou à 12 sur 10? Moi, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Voilà. Donc, on pourrait considérer que tu as une bonne estime de toi-même. Moi, dans mon approche à moi de l'estime de soi, je vais travailler sur des piliers, sur des fondations, pour revenir à la métaphore de l'immobilier. Il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais te donner, mais le premier pilier, c'est la confiance en soi. Confiance en soi, c'est ma capacité à me dire que quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, je vais trouver une solution. Okay. Je suis en podcast avec toi, tu me poses une question, à un moment donné, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de répondre, mais je me dis, je vais trouver une solution. Donc, je ne me laisse pas démobiliser. J'ai pris l'habitude de trouver des solutions. Ça, c'est la confiance en soi, qui est un des piliers de l'estime. Plus tu as confiance en toi, plus tu vas remonter ton niveau d'estime. Mais de la même manière, tu peux avoir un bon niveau de confiance en soi et une mauvaise estime de toi. Oui, parce que justement, je me disais, du coup, l'estime, c'est c'est un gros truc et tu as plein de... Du coup, la confiance en soi fait partie de l'estime, mais pas l'inverse. Parce qu'en fait, tu vas, par exemple, retrouver des athlètes ou des chefs d'entreprise qui sont très bons, qui ont beaucoup de confiance en eux dans leur pratique et qui pourtant ont une mauvaise estime. Une mauvaise estime, qui vont, par exemple, se dire qu'ils ne méritent pas d'être aimés. Ok, oui, je vois. Okay. Beaucoup de difficultés à trouver l'amour. Oui, c'est vrai. Et donc, ils vont compenser ce manque d'estime par des actions. Et au travers des actions qu'ils mènent, le regard qu'ils vont donner d'eux aux autres va faire qu'on a l'impression qu'ils ont aussi une bonne estime d'eux-mêmes. Alors que non. Okay. Donc, la confiance en soi, c'est un des piliers. Ensuite, il y a l'image de soi. L'image de soi, pour moi, c'est la différence entre ce que tu penses envoyer et ce que les autres te renvoient. Ouais. Ah, ok. Je pense être quelqu'un de bien. Et pourtant, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Ouais, ok. Alors, quand tu es sur les réseaux et que tu commences à avoir quelques followers, très rapidement, tu as les haters qui arrivent. Oui, c'est vrai. Donc, les haters te renvoient à l'image que tu as de toi-même. Au début, tu peux être touché. Tu te dis, ouais, je ne comprends pas, en fait. Moi, je fais du dev perso. Je ne veux pas de mal aux gens et pourtant, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Au début, ça t'impacte. Là, tu vois que ton image, l'image que les autres te renvoient, vient t'impacter. Donc, il faut travailler sur ça. Ensuite, tu as l'amour de soi. L'amour de soi, c'est relié au discours interne, à la manière dont je me parle. Okay. Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je fais les choses pas bien? Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que je vaux rien? Bon, bref, tout ce que tu vas te raconter en permanence. Donc, de la même manière, tu vas en coaching ou en thérapie, quand une personne te parle, tu sais vite. L'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Ensuite, tu as l'affirmation de soi. Okay. Ta capacité à exprimer tes émotions, exprimer tes opinions, donc à mettre des limites. Ok, oui, je vois très bien. Là, tu viens de me dire quelque chose de désagréable, qui me renvoie à des choses de mon enfance, donc qui m'impactent émotionnellement, qui me mettent en insécurité. Mais je préfère te dire que c'est la dernière fois. Ok. Tu ne rentres pas dans ce jeu-là avec moi. Là, tu viens de t'affirmer. Et donc, en accompagnement, ce qu'on fait, c'est qu'on va permettre aux personnes de travailler sur tous ces piliers et de les remonter. Ok. Pour remonter le niveau d'estime.
Et pour chacun des piliers, on va travailler avec des actions concrètes. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Donc on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, dans le schéma que je t'ai proposé, tu m'as dit il y a plusieurs choses. Une personne va être en difficulté dans un de ses domaines de vie, privé, social, professionnel, sportif. Et dans chacun de ces domaines, il va falloir qu'elle identifie si c'est relié à la confiance, à l'amour, à l'image ou à l'affirmation de soi. Ok. Une fois qu'elle a fait ça, moi, ce que je vais lui proposer, c'est de mettre en place des actions concrètes dans chacun des domaines avec des personnes en particulier, dans le cadre des interactions. Ok. Et donc, c'est par les actions que je vais modifier mes expériences et donc ma réalité. Ok. Exemple, comme j'ai eu samedi dernier, une personne qui a des difficultés à s'affirmer par rapport au manager, je lui dis à partir de lundi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à t'affirmer différemment. Donc déjà, peut-être à dire bonjour différemment, à t'adresser différemment, quand on te fait des réflexions, à réagir différemment. Et tout ça, ça va être relié à quoi? Peut-être chez toi à de la peur. Donc une émotion, encore une fois. Donc qu'est-ce qui se passe généralement? Le lundi, j'arrive au bureau, j'ai déjà l'intention de le faire. Donc quand tu as l'intention, déjà tu as la conscience. Donc déjà, c'est la première action qui est importante. J'ai conscience. Ensuite, j'ai décidé de dire bonjour différemment. J'y suis arrivé. Après, la personne n'était pas très loin, j'ai voulu aller lui parler, puis au moment où j'allais le faire, il y a une peur qui est arrivée. Je n'ai pas pu le faire tirer. Ok, donc tu sais que là, il va falloir que tu travailles sur quoi? Respiration. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Quand tu fais ton travail de respiration, l'idée, c'est de le faire plusieurs fois par jour. Et quand tu es chez toi, par exemple, et que tu te projettes dans ta journée, c'est de mentalement te dire, voilà, j'arrive au bureau, je vais la voir. Voilà ce que je vais faire, et ensuite, je vais aller la voir. Donc, tu te prépares, tu te conditionnes mentalement. Et la préparation mentale, c'est se répéter de manière imaginaire ce que tu as envie de vivre de manière plus réelle. Et comme le cerveau ne fait pratiquement pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée de toute pièce, selon les neurosciences, tout ce que je suis en train d'imaginer, quand je commence à l'intégrer émotionnellement, devient une réalité pour mon cerveau et pour mon corps. Donc ça sera beaucoup plus facile pour moi de mettre en place dans mon réel une action que j'ai répétée des dizaines et des dizaines de fois mentalement. Ce que font tous les sportifs de haut niveau, en fait. Oui, c'est vrai, totalement. D'accord. Et du coup, c'est un peu de la visualisation finalement. Oui, alors la visualisation, c'est le mot généralement utilisé pour parler de tout ça. Mais quand on parle de visualisation, typiquement, on parle d'un canal sensoriel qui est visuel. Là, tu vois bien que dans ce travail, tu vas mobiliser tout ce qui concerne le kinesthésique, le ressenti, l'auditif, parce que tu vas imaginer des bruits, des sons. Quand tu es en contact avec ton cœur, boum, 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 boum. Il y a tout ce qui va être relié à l'olfactif, au gustatif. Ça, c'est les 5 sens de base. Et ensuite, on a d'autres sens. On a ce qu'on appelle la proprioperception, la capacité à appréhender mon corps dans l'espace. L'interoception, ma capacité à être en conscience de mes organes internes, c'est ce que tu as fait tout à l'heure. Donc, tu vois, par exemple, une personne anxieuse, angoissée, est une personne qui a beaucoup de difficultés à revenir au corps. Ouais. Donc, à utiliser ce sens qui est l'interoception. Okay. Toutes. Elles ont beaucoup de difficultés. Quand tu leur proposes au début un exercice de respiration, elles sont en panique. Boum, boum, parce qu'elles sentent le cœur donc elles ne veulent pas. Donc, tout doucement, il faut les ramener à ça. Donc, c'est ce qu'on arrive à faire. Ensuite, à la thermoperception, qui est ma capacité, pour ne pas rentrer trop dans le détail, à faire la différence entre ma température corporelle et la température extérieure. Donc, on a 9 sens, en fait. 9 sens, en tout. Et on n'a pas conscience de ces 9 sens. Non. Et donc, moi, tout mon travail, en accompagnement, c'est que les personnes comprennent qu'elles ont 9 sens et qu'ensuite, elles modélisent l'intégralité de ces sens dans leur quotidien, avec des outils spécifiques, comme tu l'as fait là. Okay, par exemple, qui est un des outils. Un des outils. Il y en a pas mal d'autres à mettre en place. Et du coup, tu t'adaptes un peu à la personne que tu as en face de toi. À l'environnement, bien sûr. Tu t'adaptes à l'individu, tu t'adaptes au groupe. Quand tu es avec un sportif de haut niveau, une sportive de haut niveau, quand tu es avec un groupe de sportifs de haut niveau, et que tu es avec un particulier ou un groupe de particuliers, ou que tu es en entreprise avec des managers, comme je l'ai fait la semaine dernière, où j'avais 50 managers sur la thématique de la motivation, tu as des publics qui sont complètement différents. Donc des niveaux de compréhension et d'intégration qui sont complètement différents. Donc tu dois adapter ton discours. Tu sais qu'avec un sportif, a priori, tu vas pouvoir aller un petit peu plus vite
parce que son quotidien, c'est d'être en relation avec son corps tout le temps. Oui. Choix, d'accord? Qu'avec un particulier qui va, lui, subir au quotidien son angoisse, comme peut le faire un sportif de haut niveau, mais qui n'a pas développé déjà ses compétences d'interoception et peut-être des compétences cognitives, parce qu'il n'est pas confronté dans son quotidien à un environnement qui est hyper compétitif, et puis surtout, il n'a pas ce cadre-là, un sportif de haut niveau, qui va avoir un préparateur mental, s'il est à l'INSEP, un psychologue du sport qui le suit, un environnement médical, kiné, médecin, bref, plein d'éléments qui vont lui permettre d'appréhender sa réalité de manière différente. Donc tu dois t'adapter en permanence. Tout le temps, ouais. Ok. Et du coup, moi, j'aimerais revenir aussi sur l'estime de soi. Tu as donné les 5 piliers, du coup. Et en fait. Alors j'en ai mis 4. 4, oui. Et je peux en mettre 5 parce que tu as dit 5. Je vais t'en rajouter un 5e. Le 5e que j'ai rajouté, c'est la sagesse. Ouais. C'est un pilier que j'ai rajouté parce que j'ai accompagné une dame l'année dernière qui a 71 ans, qui avait perdu son mari. C'est la maman d'un copain. Et pendant 6 mois, elle était dans un processus de deuil. Elle s'habille en noir, elle allait à l'église. Processus de deuil par rapport à son mari. Et c'est la manière dont elle célébrait son mari. Et puis un dimanche, à midi, ses petits-enfants, 2 petits-enfants, 9 ans et 10 ans, lui disent un dimanche, « Mamie, on ne va plus venir te voir, parce qu'en fait, chaque fois qu'on vient, tu es triste. » Elle le vit très mal. Les petits-enfants étaient tellement pas bien qu'ils ont appelé leur papa pour qu'il vienne les chercher. Le papa est arrivé, donc c'était son fils. Il a ramené ses enfants. Le soir, il a une discussion avec sa maman. Puis sa maman lui dit, non, mais il va falloir que quand même je change des choses parce que mes petits-enfants ne peuvent pas être dans cet état. Et donc, je la connais, la dame, depuis 10 ans. Elle dit, peut-être que je pourrais voir avec Thierry. Donc, j'ai dit, OK. Son fils lui dit, OK, prends rendez-vous. Et moi, elle vient me voir. Je la vois en physique et puis elle me explique ce qui s'est passé. Je lui dis, dans ce que tu vis, la manière dont tu le fais, c'est légitime parce que c'est relié à ton propre système de croyance. Tu es religieuse, ton mari, a priori, est au paradis et c'est de cette manière dont tu l'honores. Ça, c'est une manière de faire qui est ta logique actuelle. Je lui dis, après, tu peux avoir une autre logique. L'autre logique, c'est ton mari, quand il t'observe, est-ce qu'à ton avis, il est content d'avoir vu ce qu'il a vu? Elle me dit non. Je dis donc, ça serait quoi l'autre solution? Mais peut-être que je sors de cet état de tristesse et que je profite mieux de la vie pour en faire profiter mes petits-enfants. Là, je viens de t'expliquer comment on passe d'une croyance aidante, qui était aidante au départ, qui est devenue limitante, et comment cette croyance, on peut la modifier. La retourner. Donc en fait, on le fait comment? Par rapport à une perception qui est complètement différente de l'environnement dans lequel je suis. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Bon, elle a mis en place, et je peux te dire qu'en 6 mois, ça a été très très vite. Donc, tout ça pour te dire aussi qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, ouais. On apprend tout le temps. Parce que le noir, ça a été terminé. Elle s'est habillée en blanc. L'église, ça a été terminé. Elle y allait beaucoup moins. Et ensuite, c'était de donner de la joie à ses petits-enfants. Et là, ça a tout changé. Elle célébrait son mari, mais plus de la même manière. Différemment, avec plus de vie, plus de joie et plus d'amour au final. Ben exactement. Donc l'idée, c'était, tu vois, quand tu vas le rejoindre, au moins tu vas y arriver avec de bons souvenirs. Ouais, tout à fait. Tu vois, en fait, et c'est ça la vie, en fait. C'est la manière dont j'observe les choses que j'observe. C'est incroyable parce que on se dit souvent que pour adopter une croyance aidante, enfin, comment je pourrais dire ça? Une croyance aidante, on la voit forcément comme quelque chose qui nous aide et qui nous élève. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Non, parce qu'elle peut se retourner contre toi. Ouais. Parce que ce qui va se passer, par exemple, dans un exemple, c'est quand tu commences à modifier tes schémas de croyance, ton environnement va commencer à l'observer, et les personnes autour de toi, généralement, t'aiment pour qui tu es. Et quand elles te voient changer, elles commencent à t'aimer moins. Si elles-mêmes n'ont pas cette capacité à comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce qui s'est passé avec elles, c'est que notamment ces 2 meilleures copines n'ont pas compris le changement. Ah oui. N'ont pas compris cette démarche de processus de deuil. Et donc, elle les a un petit peu écartées de son environnement. Tout simplement. Voilà. Et du coup, je voulais revenir sur l'estime de soi. Tu vois, tu m'as demandé ma définition. Quelle est la tienne, du coup? Oui, ben moi, c'est quelque part la valeur que je me donne. Pour moi, en tout cas, c'est, tu vois, quand je vais faire un travail de méditation, moi, je fais beaucoup de respiration tous les jours, de la méditation, de l'auto-hypnose. Parce que j'utilise beaucoup l'hypnose et dans mes accompagnements, je suis enseignant d'hypnose. Quand le matin, je suis comme ça, tu vois, je mets vraiment en contact avec mon corps, comme tu l'as fait tout à l'heure, et je vais essayer de savoir un petit peu ce que je ressens. Et au travers de ce que je me dis, je me raconte des histoires, je vois comment mon corps réagit. Et pour moi, une bonne estime de moi,
c'est quand j'ai cette conscience de moi. Ok. C'est-à-dire que par moi-même, j'arrive un peu mieux à comprendre ce qui se passe dans le système, sans être impacté par l'environnement extérieur. C'est un peu comme un muscle au final qu'il faut Ah travailler. oui, c'est un muscle. Et du coup, tu vois, quand tu en parles là comme ça, tu as donné les 5 piliers du coup, et c'est quelque chose que l'on doit travailler finalement tout au long de notre vie. Et est-ce que, par exemple, imaginons que quelqu'un part d'une faible estime d'elle-même, mais vraiment très faible, elle a du mal à s'affirmer en public, quand elle se voit, quand elle se regarde, parce que justement, quand on a une mauvaise estime de nous-mêmes, on a un regard biaisé sur notre personne, qu'on se voit en photo, on se trouve moche, alors que pas forcément. Comment est-ce que tu arrives, déjà, par quel point tu pars pour aider cette personne à améliorer son estime d'elle-même, et comment tu arrives à la amener à prendre conscience réellement de qui elle est? Parce que je pense qu'il y a aussi une notion de se rendre compte de la valeur réelle, pas l'image qu'on en a. Là, tu parlais par exemple, tu donnais l'exemple de quelqu'un où tu disais, quand on se regarde par exemple dans la glace, on n'apprécie pas son corps. Pourquoi on n'apprécie pas son corps? Parce qu'on va se comparer déjà, tout simplement. Que des personnes nous ont fait des réflexions peut-être. Donc, c'est ce que les autres nous renvoient de nous qui fait qu'on n'aime pas notre corps. Alors, je ne dis pas qu'on doit tous aimer notre corps et que peut-être il y a des personnes, et comme j'en ai eu, qui sont dans des situations, notamment au niveau physique, où effectivement elles ont des choses à améliorer. Ne serait-ce que pour leur bien-être et leur santé. Se sentir bien. Donc sortir de la surcharge pondérale. Mais tu es impacté par les autres, et c'est normal. Donc les autres, ils peuvent, dans leurs remarques, t'aider ou te bloquer. Ok. Encore une fois. Donc comment tu vas arriver à te détacher de ça? Parce que quand tu es tout le temps dans la comparaison, tu vas plutôt être dans une situation de figement, tu ne vas pas être en capacité d'agir, parce que tu vas te dire, quand je me compare aux autres, j'y arriverai jamais. Il y a toujours mieux que toi, il y a toujours moins bien que toi, quelque part. Oui, toujours. Donc c'est déjà comment tu sors de ça. Donc tu vois, par exemple, là, je vais dire à la personne, ce dont tu me parles, tu me dis que tu as un manque d'estime de toi, ou une personne qui va me dire plus spécifiquement qu'elle a un manque de confiance en elle. Je dis là, déjà, c'est relié à l'image. Ensuite, on peut le relier à la confiance, parce que cette image est en train de te dire peut-être qu'il faudrait que tu te mettes en action, et tu te dis que tu n'es pas en capacité de te mettre en action. Donc, tu manques de confiance en toi. Ok. Et tout ça, comme ça ne bouge pas, et que ça fait partie des piliers, mais la valeur que tu te donnes, elle ne bouge pas non plus. Ouais. Donc, par contre, on pourrait commencer. On en revient. Hein, voilà. La question, c'est par quoi on pourrait commencer. Et à chaque fois, dans les accompagnements, la personne va repartir avec des actions à mettre en œuvre. C'est un petit peu la différence, si tu veux, entre, je généralise là, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, avec un travail thérapeutique, un travail de coaching. En thérapie, généralement, tu vas travailler sur tout ce qui est relié au pourquoi. Pourquoi je ne me sens pas bien. Vraiment des choses sur lesquelles qui sont reliées à ton état d'esprit, à ton corps, à tout le système dont on a parlé, mais à un mal-être, de manière générale. Et tu vas amener des réponses au mal-être. En coaching, souvent, on a des personnes qui viennent développer des expertises, qui sont plus dans une optique de performance et qui veulent s'améliorer sur des choses vraiment spécifiques. Mais ces personnes qui viennent en coaching et qui sont souvent bloquées, elles sont bloquées pourquoi? Parce que c'est relié, bien évidemment, à un travail thérapeutique. Donc en permanence, on doit travailler sur le pourquoi et le comment. Et la différence entre les deux, c'est que dans un travail thérapeutique, et généralement, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, ce qu'on te propose, c'est un cadre d'écoute, de bienveillance. Et ça, déjà, c'est énorme parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas ça. Et au travers des différents rendez-vous qui vont s'enchaîner, tu vas pouvoir libérer ta parole et mettre un peu plus de conscience sur ce que tu vis. Donc, on ne va pas forcément te préconiser des actions concrètes à mettre en place. Le coaching, c'est des actions concrètes à mettre en place. Okay. Donc, pour la fois d'après, il faut agir. Il faut agir et on va voir de quelle manière tu agis parce que c'est grâce aux actions qu'on modifie les expériences. Ah oui, au final, c'est un cercle. Et que donc, on modifie sa réalité. Ouais, totalement, tout à fait. Et du coup, vraiment, parce que, étant donné que l'estime de soi, la confiance en soi, c'est un sujet très important qui impacte un peu tout le monde et dont on a besoin dans la vie quotidienne, que ce soit pour trouver l'amour, pour, entre guillemets, performer professionnellement parlant, pour oser faire des choses. Quel serait ton conseil pour quelqu'un qui manque de confiance en elle, plus spécifiquement? Alors, il faut le faire à partir d'un sujet en particulier, encore une fois. Mais une personne qui manque de confiance en elle, c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à se mettre en action. Qui a beaucoup de difficultés de passer de l'intention à l'action.
Thierry, j'aimerais bien faire du sport. Parce que je sais que J'en ai besoin. j'en ai besoin, ça serait bon pour ma santé. Elle n'arrive pas à le faire. Si elle n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'elle fonctionne dans un environnement. Il faut aussi identifier l'environnement dans lequel elle est. Tu peux être mère de famille, père de famille, à un moment donné, te dire là, il va falloir que je mette de l'hygiène de vie en place, que je fasse attention à mon alimentation, à mon hydratation, à ma qualité de sommeil, et qu'à partir de la semaine prochaine, j'aille au moins 2 fois par semaine, 3 fois par semaine au sport. Mais tu vis en couple, tu as un compagnon, une compagne, et puis tu as des enfants, plus un travail. Donc comment tu vas intégrer dans ton quotidien, comment tu vas harmoniser ton quotidien pour arriver à mettre en place cette action d'aller au sport. Et là, tout de suite, tu dis, ah, c'est pas possible en fait. Avec tout ce que je fais, rajouter du sport, je vois pas comment je vais pouvoir faire. Donc ça veut dire que dans l'action que tu vas devoir mettre en place, il va falloir aussi que tu mobilises ton environnement. Et que tu leur dises, voilà ce que j'ai décidé de mettre en place. Est-ce que vous êtes OK ou pas pour m'accompagner dans cette démarche? On en revient à la qualité de l'environnement. Si ton environnement ne te suit pas, ça va être très difficile pour toi de mettre en place des actions. Et moi, ce que je vais retrouver dans les accompagnements, c'est que les personnes qui ont plus de difficultés que d'autres à se mettre en place, c'est parce que c'est relié notamment, il y a d'autres, évidemment, d'autres éléments, mais c'est aussi relié à leur environnement. Est-ce que tu peux en donner d'autres, justement, d'autres points qui ralentissent, qui empêchent ou qui freinent, qui brident? Après, il y a tout ce qui va être relié à la psychologie, tout ce qui va être relié à la physiologie, donc à ton état de forme. Tu vois, dans, par exemple, la motivation, qui est un sujet sur lequel je travaille, selon les neurosciences, la motivation, c'est la chose suivante. Un individu se met en action qu'à partir du moment où il envisage dans cette action d'obtenir une récompense. Sinon, il ne le fait pas. Il faut la carotte. La carotte, d'accord. Donc, c'est très bien décrit en neurosciences. Ça passe notamment par le circuit de la récompense, le circuit dopaminergique. Enfin, il y a tout un circuit qui va permettre au cerveau, au corps de se mettre en énergie. La dopamine, tu as peut-être déjà entendu parler, c'est un neurotransmetteur qu'on produit le matin et c'est le précurseur à un autre neurotransmetteur qui s'appelle la noradrénaline, qui permet au cœur d'accélérer. Donc par exemple, une personne qui est carencée en dopamine aura beaucoup de difficultés à se mettre en mouvement. Ça veut dire que même si elle veut là ça ne va pas. Donc ça veut dire que dans la mise en mouvement, dans ta capacité à produire des actions, donc à développer de la confiance, il y a une partie qui est psychologique, une partie qui est physiologique, une partie qui est reliée au corps, il y a une partie qui est reliée à la biologie, à la neurochimie, à ton état émotionnel, à ton hygiène de vie. Il y a plein d'éléments en fait qu'il faut prendre en compte. Parce que si, je vais utiliser ce mot parce que je l'ai entendu ce matin dans le train avec une personne qui disait, et on en a discuté, qui était à côté de moi et qui me disait, moi je manque de volonté. Des fois j'aimerais me mettre en action et j'y arrive pas. Je dis non, vous manquez pas de volonté parce que la volonté c'est un pouvoir. C'est le pouvoir de dire oui ou le pouvoir de dire non. Donc vous avez juste décidé de dire non. Pourquoi vous avez décidé de dire non? Et là, on change. Boum. Et là, décrivez-moi, expliquez-moi pourquoi vous dites non quand vous le dites. Et là, quand on commence à bien prendre en compte tout l'environnement, interne et externe, mais la volonté que tu as de dire non, finalement, elle est justifiée. Et elle est peut-être pas bonne pour toi, mais elle est justifiée. Elle est justifiée. Mais les personnes ont tendance, bien évidemment, à rester dans leur mental en permanence, parce qu'on a été habitué de cette manière. Mais tu vois, la préparation mentale, on devrait presque changer le nom. Au final. Parce qu'on va au-delà de ça, en fait. Les athlètes aussi, il faut qu'à un moment donné, ils arrivent à sortir de leur mental. Parce que leur mental peut les porter, mais aussi peut les bloquer. Et du coup, toute action a une forme de justification. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'évidemment, dans le courant du développement personnel, en psychologie, en neurosciences, les approches sont différentes et il n'y a pas de vérité. Ça, c'est vraiment déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Dans ma démarche à moi, qui est une démarche plutôt pragmatique, il est important que la personne comprenne, dans sa capacité à mettre en place ou pas les actions, de quelle manière elle le fait. Donc, de quelle manière elle peut le justifier pour faire remonter de la conscience. Quand tu fais un travail par exemple, de méditation de pleine conscience ou d'auto-hypnose, comme je le fais moi régulièrement ou d'autres personnes, tu vas te mettre comme ça en contact avec ton corps. Tu vas essayer de sortir de ton mental, ce qui est très difficile, parce qu'on est tout le temps en train de penser à quelque chose,
mais tu vas être plutôt en observation de ton corps. Et puis tu vas essayer de savoir un petit peu ce que ton corps te dit. Donc dans ce que tu ressens, quelles sont les informations qui pourraient venir presque des fois contredire ce que tu es en train de penser. Et de faire plus confiance à ce que tu ressens qu'à ce que tu te dis. Et là, dans la justification, tu vas être dans une autre démarche. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. C'est pas évident à expliquer. Donc, dans une démarche qui est beaucoup moins analytique, moins cognitive, moins mentale, et dans une démarche qui est beaucoup plus subjective, qui va passer beaucoup plus par ce qui est phénoménologique, par ce que je ressens. Ouais, sensoriel un peu. Voilà. Sensoriel, exactement, c'est le bon mot. Il faut arriver à se balader dans ces deux univers. Entre les deux, il faut pouvoir faire. Mais ça doit être un peu compliqué à mettre en place au début, puis ça devient une habitude. Exactement, c'est une habitude. C'est juste une habitude. Ça s'appelle les apprentissages. Donc ça demande aussi de sortir de ces logiques habituelles et de se dire qu'il y a peut-être des réponses qui existent et que ces réponses, je vais les construire de manière différente. On peut relier ça à l'intuition, tu vois. Dans l'intuition, là aussi, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de débats autour de l'intuition. Mais si tu regardes un petit peu les gens qui travaillent sur l'intuition, notamment dans le cadre des recherches, en neurosciences, en phénoménologie, enfin, il y a plein d'approches, en sciences cognitives. Si je me permets d'en faire une conclusion, c'est que l'intuition, c'est tout simplement une forme d'apprentissage. L'intuition, c'est à un moment donné, j'arrive dans un environnement et j'ai l'intuition que ça va plus ou moins bien se passer. Mon corps me dit quelque chose, mon mental me dit quelque chose. Mais il le fait à partir de quoi? De ce qu'il a vécu. Ouais. Parce que là, il arrive dans une nouvelle expérience. Il appréhende cette nouvelle expérience à partir de ce qu'il sait. Okay. Et cette expérience va venir impacter les précédentes. Okay. Ou pas. Ouais. Ça va dépendre de toi. Et du coup, cette expérience-là, si elle se passe mal, la prochaine, tu vas avoir on va dire, un sentiment différent. La somme de tes expériences produit ta réalité, tes vérités. Donc si par exemple, aujourd'hui, tu prends la parole en public, que ça ne se passe pas bien, que tu le refais une deuxième fois, que ça ne se passe pas bien. Et donc la deuxième fois, forcément, tu es arrivé stressé, parce que tu l'as fait au travers de la première, et tu te dis ça va être compliqué. Sauf que tout ce que tu te dis est vrai pour ton cerveau. Donc quand tu te lui dis ça va être compliqué, il y a de fortes chances que ça soit compliqué. Parce qu'en plus, ensuite, il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en marche, tes biais cognitifs, ton système réticulaire activateur. Il y a plein d'éléments, ton corps, qui vont se mettre en marche, qui vont capter dans l'environnement tout ce qui va venir consolider tout de suite ma croyance. Première fois, j'ai pris la parole en public, ça ne s'est pas bien passé. Deuxième fois, j'arrive, je vais identifier à quel moment ça pourrait mal se passer et je vais trouver quelque chose. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Donc un jour, on va me dire, est-ce que tu veux prendre la parole publique? Ah non, moi je ne prends pas la parole publique, je ne sais pas parler en public. C'est pas que tu ne sais pas parler en public, c'est que toutes les fois où tu les as fait, tu n'as peut-être pas été en capacité de faire ce qu'on appelle du feedback. Qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que je dois améliorer pour la fois d'après? Et du coup, généralement, on reste bloqué parce que justement, c'est ce qui se passe très souvent. On vit une expérience, mais on n'a pas, je ne sais pas si je peux dire la sagesse, de revenir dessus et de se dire, ben en fait, ok, ça s'est mal passé, mais pourquoi ça s'est mal passé? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer? La sagesse, c'est la métacognition, ma capacité à m'observer. Donc, mais t'observer, même quand tu t'observes, tu le fais toujours à partir de qui tu es. Oui. Donc c'est difficile de sortir d'une logique si tu t'observes à partir de la logique qui t'a mis dans la difficulté. Ok. Il faut savoir prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, mais plus que de la hauteur, c'est arriver à penser différemment. Et ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que quand tu arrives à ce niveau de difficulté, l'accompagnement est très important. Okay. La thérapie, le coaching, dans les personnes qui ont l'habitude, dont c'est le métier, et qui arrivent à comprendre dans quelle réalité tu vis. Ok, et qui vont te permettre d'aborder tes réalités de manière différente. Ok, d'accord. Et du coup, moi, ma question, parce que je sais que tu fais aussi une thèse sur la motivation. Oui. Et du coup, j'aimerais que tu en parles un peu, pas forcément de la thèse, mais toi, de ton rapport à la motivation, toute la notion du pourquoi, et aussi, toi, de quelle manière est-ce que tu vois la motivation dans le quotidien, dans la vie en général? L'idée d'écrire une thèse sur la motivation, ça m'est venu du terrain, des pratiques que j'utilise parce que j'interviens dans le domaine de l'entreprise, des écoles de commerce et du sport de haut niveau. Et moi, tu vois, par exemple, au début, quand j'intervenais en entreprise, j'avais une forte connotation par rapport au sport de haut niveau. Et les personnes, quelque part, me demandaient d'expliquer un petit peu comment faisaient les sportifs de haut niveau.
et dans leur pratique, comment ces pratiques étaient duplicables dans le monde de l'entreprise. Ce qui n'est pas possible. Non. Comme on en a parlé au début. Alors c'est venu de là en fait. Mon idée c'était comment je pourrais parler de motivation et de manière peut-être différente puisque je suis dans des univers qui sont différents. Ça c'est l'idée de départ. Après c'est un sujet bien évidemment qui me suit depuis toujours et puis c'est un sujet qui est présent chez tout le monde. Parce que le matin quand je me lève et que je décide de mettre en place une action, ces actions je vais les mettre en place à partir du moment où ce que j'envisage, ce que je projette a du sens pour moi. Donc déjà sur la motivation, ce qui est important peut-être de dire, c'est que la motivation, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Je suis assis là et je me dis, bon, aujourd'hui je suis motivé, aujourd'hui je suis pas motivé. Si tu es motivé, c'est parce que tu vas te lever et que tu sais pourquoi tu vas te lever. Et si tu ne vas pas te lever, c'est parce que tu sais aussi pourquoi tu ne vas pas te lever. On en revient à la notion de sens dans la motivation. Moi, je travaille sur la motivation, l'implication et l'engagement. Ok. La motivation, si tu prends la racine latine de motivation, c'est movere en latin. Ça veut dire mouvement. Donc, être motivé, c'est être en mouvement. Non. Une chose importante. Donc, c'est être en capacité de passer de l'intention à l'action. Okay. Et là, je mets en action, je commence à être motivé. Okay. Ensuite, cette action, je vais la répéter parce que ça m'amène quelque part. Ce que je disais tout à l'heure, dans les neurosciences de la motivation, mais même en psychologie, l'individu se met en action. Pourquoi ? Parce que c'est précisément ce qu'il va chercher. J'ai soif, j'ai besoin de manger, tu vois, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je suis motivé à aller aux toilettes au bout d'un moment. Mais c'est ça l'idée. C'est comment j'arrive à produire ces actions. Donc cette motivation, il faut la comprendre au niveau psychologique. Il faut la comprendre au niveau physiologique, dans la relation corps-esprit. Il faut la comprendre, quand je parle de physiologie, au travers de la biologie, de la neurochimie, de l'hygiène de vie. Parce que tu peux avoir toutes les intentions du monde. Si ton corps n'est pas reposé, tu ne pourras pas te mettre en action convenablement. La motivation, c'est ça. C'est ma capacité en fait, à produire de l'énergie. Au travers d'un objectif dans lequel je me projette. Et dans le cadre de l'objectif que je projette, je sais que je vais obtenir un résultat qui va m'amener une récompense. Okay. Ça, c'est la motivation. Ok, je me lève tous les matins et j'y vais. Ensuite, tu as l'implication. L'implication, c'est tous les jours. J'allais dire sans me poser de questions. On se pose toujours des questions. Mais avoir cette capacité à maintenir ce niveau d'énergie. Et ça va se faire au travers de quoi ? De routines, notamment, d'habitudes que je vais construire, dans lesquelles je vais, au travers d'étapes, développer des compétences nouvelles, donc progresser. Et quand je progresse, je me récompense. Donc, ce qui est important, dans un processus stratégique d'obtention de résultats, par exemple, quand on accompagne un sportif de haut niveau, ou même pour toi, par exemple, c'est aujourd'hui, je vois bien où je veux aller avec mon podcast, mais si je reste focalisé que sur le résultat, je sors du processus. Oui. Et je pourrais très rapidement, peut-être des fois, me décourager. Exactement. Parce qu'il y a des jours, je sens que je suis pas loin, il y a des jours, j'y arriverai jamais. Ouais. Donc le processus, c'est ce qui te permet de mesurer les niveaux de progrès que tu fais. Okay. Donc quelles sont les compétences que tu développes et comment tu progresses. Dans la motivation, par exemple dans le sport, on va le mesurer, il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs tests, mais on va le faire au travers de sentiments. Donc tu as le sentiment d'autonomie. Je sens que par moi-même, j'ai cette capacité à me mettre en action, donc à bouger. Ensuite, tu as, en plus du sentiment d'autonomie, tu as le sentiment de compétence. J'ai les compétences pour le faire. Tu as le sentiment d'appartenance. Je suis dans un environnement, et dans cet environnement, je suis aussi reconnu dans les actions que je mets en place. Tu as le sentiment de plaisir. Je prends du plaisir à ce que je fais. Ensuite, tu as le sentiment de progrès, qui est relié au sentiment de compétence. Ensuite, tu as le sentiment d'engagement. Il y a des jours, je n'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Et au-dessus, on appelle ça l'hypermotivation. Tu as le sens que je donne à ce que je fais. Et c'est le sens qui mène la motivation. Donc, aujourd'hui, je développe un podcast. Le sens que je mets dans les actions que je produis au quotidien, c'est que ce podcast, un jour, ça va devenir peut-être le meilleur podcast sur la thématique de la motivation. Et ça va me permettre de donner des informations aux personnes qui m'écoutent sur
qu'est-ce que la motivation, de quelle manière ça peut se produire, donc de leur permettre d'avoir une mine d'informations qu'ils n'avaient pas avant, donc de transmettre du savoir. Pour moi, c'est comme une mission, ça a beaucoup de sens, et tant que ça a du sens, J'y vais. je reste motivé. Et la motivation, c'est cyclique après. Oui. D'accord, un jour ça va moins bien, mais ça c'est normal, parce que ça dépend de ton environnement, ça dépend de ton état de fatigue, ça dépend de plein d'éléments. On n'est jamais constant, ça varie tout le temps. Et c'est pour ça que là, ce qui est important, là, tu vois, c'est le cadre. Le cadre, ok. Quelles sont les personnes qui t'accompagnent dans ta démarche? Ok. Et si jamais tu es seul, justement, c'est encore plus compliqué. Et du coup, il y a aussi une notion peut-être de discipline. Oui, alors la discipline, c'est ta capacité à répéter les actions au quotidien. Donc, j'ai une stratégie. Je reprends ton exemple. Je ne sais pas, vraiment, là, j'extrapole le complet. Non, il n'y a pas de souci. Imaginons que dans un an, mon podcast soit vu par... tu démarres, là? Oui, je démarre, là. Ouais, je veux que dans un an, il y a 150 000 personnes sur YouTube qui me voient. Je ne sais pas si c'est ton objectif. Ça, c'est dans 12 mois. Donc, je vais être où dans 11 mois, dans 10 mois, dans 8 mois. Je vais être où dans un mois. Dans un mois, je vais être à 5 000 ou 10 000. Pour être à 5 ou 10 000, il faut que je produise 4 podcasts de telle qualité, tel type de qualité. Pour avoir ce niveau de qualité, il faut que j'ai tel type d'invités et que je sois en capacité de leur poser les bonnes questions. Donc, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans cette stratégie, dans ma capacité à poser les bonnes questions, peut-être aller chercher des invités qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à toucher. Voilà, c'est tout ça, en fait. Donc, j'identifie ce que tu fais évidemment tout seul. Et ensuite, je vois très bien dans mon quotidien qu'est-ce que je peux mettre en œuvre et qu'est-ce que je n'arrive pas à mettre en œuvre. Quand j'arrive à mettre en œuvre, je progresse. Quand je n'arrive pas à mettre en œuvre, j'ai l'impression de régresser. Et là, si je régresse, je peux relier ça à mes compétences. Je manque de compétences. Donc, je ne suis pas capable. Donc, ma confiance en moi. Elle chute. Et donc, boum, je peux chuter. Ouais, au final, tout est lié. Oui, tout est lié. tout s'impacte. Tout est... Ouais, c'est fou. Et justement, pour revenir un peu sur la motivation, on a souvent l'impression que... Enfin, c'est souvent ce qu'on me dit, moi, personnellement. J'ai pas la motivation. Comme si on attendait que ce soit un éclair de génie qui nous tombe dessus. Du coup, toi, quel est ton regard sur ça? Parce que j'imagine que toi aussi, on a dû te le dire à plusieurs reprises. C'est ce que j'ai dit sur un podcast en début d'octobre. Début octobre. J'étais en podcast avec une copine, on a parlé de ce sujet. Et elle me posait la question, est-ce que la motivation est un mythe? Je lui ai dit, non, c'est pas un mythe, c'est un malentendu. Le malentendu, c'est ça. Il y a des personnes qui attendent d'être motivées pour se mettre en action. Voilà. Mais il faut être en mouvement. Mais en fait, la motivation se produit dans le mouvement. Le mythe, il est là, en fait, ou quelque part. C'est que les personnes n'ont pas compris la mécanique de la motivation. Il faut la comprendre. Tant que tu ne l'as pas comprise, tu peux rester bloqué chez toi. Hein. Oui, justement. Bon, c'est la phrase qu'on me dit tout le temps. Je ne suis pas motivé, je ne sais pas comment faire, etc. Et je dis toujours, même pour... Enfin, moi, c'est la citation que je donne. La faim vient en mangeant. Du coup, il faut agir. C'est ça. Donc, tu vois, ça part d'une question de sens. Tu n'es pas motivé, mais tu n'es pas motivé par rapport à quoi? Généralement, je ne sais pas, en fait. Oui, c'est ça que tu n'es pas motivé. Parce qu'à un moment donné, quand dans ta tête, tu as un objectif et que tu as envie de l'atteindre, déjà ça te permet dans ta tête de construire une stratégie. Après, est-ce que tu vas être capable, cette stratégie, de la mettre en place? Donc, de passer de l'intention à l'action, à te mettre en mouvement, ça, c'est une autre question. Si tu n'arrives pas à te mettre en mouvement, pourquoi? À quoi c'est relié? Et là, il faut travailler sur l'ensemble des informations que la personne va te donner. Ok. Et du coup, tout part du sens que tu donnes à ce que tu veux faire. C'est le début. Ouais, le sens, c'est important. Ouais. C'est un peu le pourquoi. Voilà, c'est le why, tu vois. C'est ce qu'on dit en management, c'est un concept. C'est le why. Voilà, pourquoi le matin, quand je me lève, pourquoi je me lève? Ce matin, je me suis levé. Je vais arrêter de toucher ce micro. Ce matin, je me suis levé. Pourquoi je me suis levé? Pourquoi je viens à Paris? Pourquoi je tourne un podcast? Pourquoi je continue à être dans cette dynamique? C'est quoi, en fait, ce que je souhaite obtenir? Donc, moi, ce que je souhaite, c'est continuer à déployer des stratégies autour de ce métier, de ces métiers dans lesquels je suis, parce que j'y prends beaucoup de plaisir, en fait, et que je n'ai pas l'impression de travailler quelque part. C'est toi, certainement, tu vois. Oui, exactement. Donc, je prends beaucoup de plaisir. J'ai l'impression des fois de progresser, des fois moins, des fois pas du tout. Mais sur la longueur, je vois bien que j'avance. Ouais. Et c'est ça l'important. Ça, c'est important. C'est très important. Mais ça,
de manière quotidienne, je pense que tu pourrais dire la même chose, je vais le remettre en question. Oui, oui, c'est vrai, totalement. Mais justement, tu vois, pour moi, le pourquoi est le début de tout. Mais du coup, comment, selon toi, on fait pour avoir un pourquoi fort qui nous drive au quotidien et qui nous permet justement de passer les étapes? Parce que quand on commence quelque chose, par exemple un podcast ou peu importe ce que c'est, ou une page sur Instagram ou une entreprise, le pourquoi on démarre, mais lors des premiers échecs, on remet forcément en question et on se dit non, finalement, je vais laisser tomber. On abandonne très vite. Et selon toi, quels sont les éléments qu'il faut pour avoir un pourquoi fort? Bonne question. Alors, tu as parlé d'échec. Mhm. C'est quoi un échec déjà? Ben, pour beaucoup de personnes, c'est j'ai raté quelque chose. J'ai raté peut-être une prise de parole. Euh, j'ai raté un objectif ou j'ai pas réussi à l'atteindre. Ou j'ai l'impression, moi personnellement, d'avoir échoué à un niveau alors que peut-être que j'ai réussi pour d'autres. Donc pour moi, un échec, c'est ça. Alors, pour paraphraser Nelson Mandela, c'est un échec ou c'est une leçon? Ben, Tu vois, c'est- voilà. ouais. Est-ce que tu as appris quelque chose ou pas dans ce que tu viens de faire? Forcément que tu as appris quelque chose. Après, la notion d'échec, elle est reliée à un système de croyance qui est quand même aussi beaucoup français. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas échouer ici. Non. Moi, j'ai la chance de pas mal voyager, j'ai beaucoup voyagé. Ma thèse, je l'ai fait entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, L'échec, fais. Tant que tu fais, on t'applaudit en fait. exact. Voilà. Donc fais, puis tu sauras. Mm. Donc ça va dépendre de l'environnement dans lequel tu évolues, encore une fois. Donc c'est relié à ça. C'est pour ça que dans le métier, notamment dans les métiers qui sont ceux des réseaux sociaux, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont tout seuls. Donc on le sait, il y a beaucoup de créateurs qui souffrent de charges mentales très très élevées. Il y en a beaucoup certainement qui sont dans des formes de dépression, parce que c'est la course en fait et au vu, c'est la course à la comparaison, c'est la course, quel type de contenu il faut que je produise pour à un moment donné arriver à me dissocier quelque part des autres ou être par moi-même reconnu dans ce que je fais. Et là, tu vois, sur l'image de soi, c'est terrible. Oui. Parce que où les gens te reconnaissent, tu dis bon, ça va. Où ils ne te reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas ton travail. Et ce travail qui pour toi est du super boulot, et tu dis, waouh, en fait, quelque part, peut-être que je ne vaux rien. Niveau d'estime. Et tu es confronté à ça tous les jours. Donc c'est terrible. Moi, je pense que c'est terrible. Parce que c'est des métiers, et je pense qu'on ne le sait pas encore, même si on en parle, ce sont des métiers dans lesquels il doit y avoir beaucoup de créateurs de contenu qui ont beaucoup de charge mentale et pour les certains qui sont dans des phases de dépression qui sont peut-être certainement lourdes. Moi, tu vois, ça fait 3 semaines, j'ai dû poster 2 fois. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. Sur Insta. Parce que ça bouge dans tous les sens. Et parce que j'ai plein d'activités par ailleurs. Donc, à un moment donné, je commence à avoir beaucoup de charge mentale et j'ai dit stop. En fait. Ouais. Ça fait trop. Ouais. Donc, dans ta tête, c'est ouais, mais si tu produis plus, ils vont plus avoir l'habitude de te voir, tes concurrents vont prendre des places. La première semaine, ça a été dur. Les 10 jours, c'était dur. Et puis petit à petit, je m'en détache. Là, je vais republier. Et j'ai perdu, c'est Instagram, en 3 semaines, j'ai perdu 4000 abonnés. Ouais, ça va vite. Ouais. Sur TikTok, sur la même période, j'ai perdu 100 abonnés. Donc, tu vois, tu as l'œil sur le compteur. Après, tu te dis, bon, est-ce que c'est ça qui est important? Donc, je suis en train de redéfinir toute ma stratégie, plutôt sur du YouTube. Donc, je repense. Après, je me dis, si mon contenu est bon, qu'il répond à une demande, il finira quand même par trouver sa cible. Après, bien évidemment, que ça va dépendre de ma capacité à transmettre tout ça, avec le bon message, le bon support, la bonne vidéo, tout ce qu'on sait. Et on est tous confrontés aujourd'hui aussi à cette arrivée de l'IA qui prend beaucoup de place. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ne montrent pas leur visage, qui font des milliers, des millions de vues et qui vivent en fait de cette activité sans produire d'efforts en termes de création. C'est simple. Ça demande quand même de bien maîtriser l'IA. Donc, ils ont passé du temps sur ça et pour certains, ça fonctionne bien. Donc, toi, tout ça, c'est de la remise en question permanente. Et ça impacte quoi? Ta motivation permanente. Sans cesse. Et du coup, justement, comment tu arrives à garder une motivation sur le long terme? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les leviers que tu utilises? Alors, la motivation sur le long terme, c'est déjà la maintenir au quotidien. Donc, c'est de prendre les jours les uns après les autres. Ça, c'est très important. Donc, tu vois, le phénomène de processus. Il y a un jour, je me dis, je vais arrêter. Un élément, puis le soir, je me couche, je fais mon petit feedback.
Je dis non, je vais quand même réessayer demain. Et puis demain, ça se passe mieux. Bon, du coup, c'est reparti. Ouais. Voilà. Et c'est déjà de bien comprendre ça. Ensuite, il faut être pragmatique. Quand je dis pragmatique, c'est pourquoi tu es dans cet environnement, qui est celui des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux délivrer précisément? Donc, on en revient à la quête de sens. Être pragmatique, c'est aussi entre ce que j'aimerais faire et ce qu'il faudrait faire, il y a peut-être aussi un gap. C'est vrai que, quelque part, on pourrait dire que ton nombre de followers te donne une indication sur le fait que ce que tu fais répond à une demande ou pas. Après, on sait aussi, et moi j'en connais beaucoup, des créateurs de contenu qui sont comme moi dans la formation, qui n'ont pas beaucoup de followers, qui en ont beaucoup moins que moi, et qui vivent très très bien de cette activité, parce qu'ils sont très très bien nichés. Et au final, il ne faut pas forcément s'arrêter au résultat ou à ce qui est visible, entre guillemets. C'est tester, donc savoir, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'est-ce que tu veux délivrer, qu'est-ce que tu apportes en fait sur cet environnement, qui est celui des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu proposes, et à qui. Et après, tu peux très bien, avec 20 ou 25 000 personnes qui te suivent, là je pense à un copain qui a une chaîne YouTube avec 25 000 personnes et qui a 5 000 abonnés sur Instagram et qui vit très très bien de son activité de coach. Parce qu'il a trouvé sa niche où il y a une demande très forte. Voilà, donc il n'est pas du tout à la course aux followers, il est plus focalisé sur le contenu de ce qu'il propose et d'être vraiment à l'écoute de ce que les autres, de ce que son public lui renvoie pour améliorer son produit en permanence, d'être moins dans la comparaison. Il faut quand même toujours l'être parce qu'on a des concurrents, mais il est plus dans cette dynamique. Donc beaucoup moins de charge mentale. La seule charge mentale qu'il a, elle est reliée à sa perfection d'avoir le meilleur produit sur le marché. Au final, dans tout notre échange, je me rends compte qu'au quotidien, la vie, c'est beaucoup une question de prise de recul sur des situations, de prise de recul sur des émotions, des perceptions de choses, avoir la sagesse ou la capacité à les analyser et en tirer quelque chose de bénéfique pour soi. C'est ça. Et justement, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est un travail quotidien, c'est pas toujours facile de le faire. Non, c'est pas facile, surtout quand tu es tout seul. Et quand tu es tout seul et que tu n'as pas les outils. Et même quand tu es tout seul et que tu as les outils. Moi, quelque part dans ma démarche, on pourrait dire que je suis tout seul, même si j'ai des personnes qui travaillent avec moi, mais je suis supervisé par deux coachs. Et je suis un travail thérapeutique. Donc j'ai ma psy et j'ai mes coachs. Et quand ça ne va pas, hop, on me remet, on se calme. On reprend mon inspiration là. On souffle. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Donc moi, j'ai aussi peut-être cette conscience d'avoir mis en place un environnement parce que c'est aussi mon métier, tout simplement. Tout simplement. Mais du coup, l'environnement a vraiment une importance capitale. C'est capital, l'environnement. Où effectivement, tu as cette capacité par toi-même à t'auto-diriger quelque part, mais tu le feras quand même toujours dans un environnement. Je ne sais pas pour toi comment ça fonctionne, mais tu agis dans des environnements. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et justement, tu vois, parce que quand tu dis environnement, moi, c'est la perception que j'ai, tu ne parles pas forcément qu'une question d'entourage ou des personnes qui nous entourent. C'est aussi peut-être des mécanismes ou des habitudes qu'on met en place dans notre vie. Quand on parle d'environnement, il y a l'environnement interne. L'environnement interne, c'est déjà la manière dont tu te parles. Ce n'est pas les autres qui te parlent, c'est toi. Et quand tu te parles, tu vas plus ou moins bien. Je viens de vivre une journée très compliquée. Le montage, c'est pourri. Le podcast, il va falloir que je le retourne. Tu n'es pas très bien émotionnellement. C'est ça. Ça, c'est l'environnement interne. Comment je le régule? C'est de moi à moi, ça. Ensuite, c'est l'environnement externe. Je viens de parler de ce que j'ai vécu à quelqu'un. La personne est en train de me dire, ouais, tu vois, finalement, c'est dur. Hein. Peut-être que tu devrais arrêter. Ça, c'est l'environnement externe. Et puis l'autre va te dire, ça fait juste partie du processus, c'est normal. Moi, je crois en toi. Continue, sur la durée, ça va payer. Donc, tu vois bien que ton environnement, tout de suite, il va venir t'impacter. Il t'impacte directement. Donc, l'environnement, tu vois, moi, les personnes qui, en formation avec moi, elles vont travailler sur un livret, notamment, qui s'appelle le livret sur les croyances. Elles vont devoir, pendant 4 à 6 semaines, identifier autour d'elles les croyances des personnes qui sont autour d'elles. Donc, elles vont prendre des personnes référentes, proches de leur environnement, parce qu'on dit qu'on est la moyenne des croyances qui nous entourent. Donc, je vais parler de mes projets, des objectifs que j'ai envie d'atteindre, et je vais en parler à 5, 6 personnes qui sont autour de moi, privées, sociales. Et je vais être en observation.
et je vais prendre des notes. Donc elles ont un petit carnet, prennent des notes. Quand tu rentres déjà dans ce travail, au bout d'une semaine, tu te dis c'est pas possible. Toutes. Wow. Tu vois, j'avais pas fait attention. Là, tu commences déjà à identifier. Parce que dans les personnes qui sont autour de toi, il y a celles qui vont t'accompagner, comme on l'a dit précédemment, celles qui vont peut-être moins bien t'accompagner, donc te faire des réflexions, peut-être pour te protéger toi, pour te dire fais attention, mais elles vont le faire à partir de qui elles sont elles. Voilà, ouais. Donc en fait, elles essaient de se mettre à ta place, ce qui est impossible. Ouais, c'est pas possible. Mais si c'est ton papa, ta maman, ta soeur, ta copine, ton copain, ça va venir t'impacter. Oui. Qui plus est, si tu as un manque de confiance en toi ou d'estime de toi. Donc le regard des autres, la vie des autres va venir t'impacter. Et là, tu peux très rapidement sortir d'une stratégie dans laquelle tu t'étais investi, et dans laquelle tu vas finir par ne plus croire parce que les autres te disent que c'est pas fait pour toi. Ouais, exactement. C'est ça l'environnement. Et ça nous impacte d'une manière ou d'une autre. Tu as parlé de la confiance en soi, justement. Du coup, la confiance en soi aussi, c'est une manière de se protéger de ça aussi. Oui, la confiance en soi, c'est un des moyens de s'en protéger, donc, parce que c'est relié à ma capacité à continuer à mettre en place des actions. Après, dans l'environnement, tu peux aussi avoir des personnes, hein, comme moi je l'ai, qui vont avoir par rapport à toi un regard très critique. C'est ce que tu leur demandes. Presque exagéré. Oui. Oui, totalement. Parce que souvent, on est entouré, toi je ne sais pas, mais tu peux être très bien entouré aussi, à force, tu vois, de reconditionner ton environnement. Parce que tu vas élaguer les personnes qui ne croient pas en toi, tu pourrais te retrouver qu'avec des personnes qui croient en toi. Ouais. Mais ces personnes aussi, est-ce qu'elles sont objectives ou pas? Après, voilà, il faut avoir cette capacité, bien évidemment, dans tout ce qu'on fait au quotidien, à prendre du recul, et puis avoir cette capacité à sortir des logiques dans lesquelles on est et qui pourraient nous enfermer. C'est pour ça que l'environnement est important. Donc, l'idée, c'est d'avoir un environnement qui soit plutôt professionnel dans cette démarche, au niveau thérapeutique, au niveau coaching et au niveau professionnel sur les techniques que tu utilises au quotidien. La captation de mon podcast, la manière dont je vais le monter. Donc tout ça, ce sont des compétences que tu as développées. Là, on tourne un podcast. Peut-être que dans quelques temps, tu l'auras chez toi à demeure. Voilà, petit à petit, tu vis des expériences, tu développes et puis tu implémentes en fait ton système pour qu'il soit de plus en plus performant. Exactement. Mais avec au quotidien des doutes. Et ça, c'est très important que les gens comprennent ça. C'est que la vie est faite de doutes. Les gens vont me dire, mais Thierry, je doute trop. Non, tu doutes pas trop. Est-ce que tu doutes de la même manière, de la bonne manière? Est-ce que tu doutes de la bonne manière? C'est ça la vraie question. Parce que douter, c'est bien. Mais douter bien, c'est mieux. Du coup, on a besoin d'avoir confiance, mais on a aussi besoin de, entre guillemets, j'abuse un peu, de douter un peu, de se remettre en question carrément. C'est le propre même du doute, ce qui te permet de te remettre en question. C'est pour ça que douter bien, c'est mieux. Et quand je me pose des questions, je me les pose à partir de qui? D'où? Est-ce que je suis objectif dans les histoires que je suis en train de me raconter ou pas? Ok. Du coup, le doute a vraiment une place parce que moi, c'est une question que j'aime bien poser aux invités. Comment tu gères le doute? Qu'est-ce que tu en tires ou pas finalement? Toi, selon toi, déjà, tu m'as un peu expliqué, mais quelle est l'importance ou le poids du doute dans ta vie et aussi dans les personnes que tu accompagnes? Mais le doute est permanent. Moi, j'ai écouté également tes podcasts, j'ai regardé tes vidéos, les personnes que tu as fait venir. Je pense que toutes ces personnes doutent en fait. Mais elles doutent bien. On en revient à je doute, là, je me pose une question et ma question c'est est-ce que je dois le faire ou pas? Si tu as confiance en toi, tu vas dire je vais trouver une solution. Et je vais peut-être aller chercher des avis, parce que j'ai autour de moi des personnes qui vont peut-être me donner des réponses différentes aux réponses que je me donne à moi-même, ou tu n'as pas cette capacité, et tu vas rester figé, bloqué. Et là, du coup, tu doutes mal. Parce qu'en fait, tu restes sur un raisonnement qui le tient à partir de tes propres logiques. Si à un moment donné, tu veux changer de niveau dans ta vie, tu vas pouvoir le faire qu'à partir d'un raisonnement qui peut-être sera différent. Okay. Du coup, le doute a sa place dans ta vie, tout simplement. Il faut savoir en tirer du bénéfice. C'est ce que dit Einstein. La logique t'amènera d'un point A à un point B, mais ton imagination t'amènera partout. Donc, à un moment donné, si tu veux, dans ta vie, obtenir des résultats différents, tu ne vas le faire que dans ta capacité à imaginer les choses différemment. Du coup, moi, il y a une question que j'aime bien poser un peu à la fin des podcasts. Qu'est-ce que tu as une ou deux citations que tu aimes bien te rappeler ou que tu aimes bien
qui te transcendent niveau énergie? Des citations, il y en a plein, mais après, c'est des références peut-être à des auteurs. Tu vois, Ron Beck, qui est un des pères des thérapies cognito-comportementales. Dans ce que je t'ai décrit tout à l'heure, dans le schéma que je t'ai proposé, on est un peu dans cette approche. Moi, je suis praticien en TCC, thérapie cognito-comportementale. J'accompagne beaucoup de personnes, tu vois, sur des phobies plutôt lourdes, sur des traumas, des traumatismes plutôt lourds, des soldats, par exemple, un syndrome post-traumatique. Donc, des personnes qui ont vécu des expériences, pour revenir aux expériences, dans lesquelles elles se sont trouvées figées en moi. Système nerveux, boum, je suis figé. Et à partir de maintenant, ma réalité, c'est ça. Okay. Chaque fois que je me retrouve confronté à une expérience qui pourrait être la même, de près ou de loin, je me retrouve dans le même comportement, le même état émotionnel. Okay. Dans les TCC, ce que ça t'apprend notamment, c'est avoir cette capacité à, hop, non, je vais m'observer là. C'est juste une expérience. Je n'en fais pas une généralisation. T'as Carol Dweck aussi, psychologue américaine, qui était professeure à Stanford, qui a travaillé sur le mindset de croissance. De quelle manière je fais de mes expériences de vie, et notamment celles qui ne sont pas passées comme je le souhaitais, non pas quelque chose que je subis, mais quelque chose sur lequel je vais construire. Tu as après Antonio Damasio, dont je t'ai parlé tout à l'heure, neurobiologiste américain, qui travaille beaucoup sur le stress, l'anxiété, les émotions, toute cette approche au travers du corps, des marqueurs somatiques, donc tout ce qui va être relié aussi à la phénoménologie, à Bandura. Donc en fait, tu as plein d'auteurs. Après, si tu prends peut-être des gens que j'adore écouter en ce moment, tu as Albert Moukébert, je ne sais pas si tu le suis sur les réseaux sociaux, psychologue clinicien, docteur en neurosciences, qui est, moi je trouve super dans son approche, avec beaucoup d'humilité, mais très pragmatique. Il faut. Il y a Samia Karaki, je ne sais pas si tu la suis. Non, je ne connais pas. Pareil, neurobiologiste, docteur en neurosciences, qui a écrit plein de bouquins, qui est auteur, essayiste, qui a fait beaucoup de travaux de recherche, qui a écrit un bouquin sur le talent. Et qui indique la chose suivante, c'est que le talent, en fait, quelque part, n'existe pas. C'est ce qu'elle dit, tu vois, au travers de toute sa théorie. Que le talent, c'est quoi? C'est un certain nombre de paramètres qui sont reliés à l'individu, qui vont permettre, dans un environnement spécifique, d'exprimer des compétences. Et ces compétences, tu vas les exprimer, et tu pourras les exprimer peut-être dans un contexte et peut-être pas dans un autre. Okay. Donc, par exemple, si je suis un enfant qui est né dans un pays sous-développé, alors même que peut-être j'ai des compétences intellectuelles qui sont au-dessus de la moyenne, il y a peut-être peu de chances qu'un jour on le découvre. Mais si je vis dans un pays occidental et que j'ai suivi la bonne scolarité dans la bonne école privée, par exemple, eh bien, il y a plus de chances que ce talent, si c'est du talent, en tout cas ses capacités, puissent s'exprimer. Donc tu vois, tout ça c'est important. Parce que quand on parle de motivation, c'est un peu la thématique, la capacité d'un individu à produire de la motivation, c'est relié à tellement de paramètres. Et c'est tellement relié à tellement de paramètres qui sont reliés aux environnements. Donc en fait, un individu évolue dans un système, et dans ces systèmes, dans des contextes en particulier. Et dans ces contextes, il vit des expériences. Parce que généralement, que ce soit dans le sport, dans l'environnement scolaire ou même en entreprise, c'est tellement plus facile de remettre la faute sur l'individu que de remettre en question l'environnement et le système. On a une tête qui ne fonctionne pas, qui est dans un groupe d'entraînement. S'il a de moins bons résultats que d'autres, tu vois, les autres, ils sont meilleurs que toi. C'est que tu dois avoir un problème de motivation ou un problème de régulation émotionnelle. Mais lui-même est impacté par l'environnement. Donc, quand tu accompagnes un athlète, par exemple, je prends un exemple, tu as 5 ou 6 athlètes que tu accompagnes dans le cadre d'un groupe, tu es obligé de les apprendre de manière individuelle, à chaque fois. Donc, d'avoir avec chacun une relation qui va être différente. En entreprise, l'idéal, ça serait ça. Mais en entreprise, quand tu vois, moi j'étais avec des managers la semaine dernière, quand tu as 50 managers qui, eux, représentent sur le terrain à peu près 500 commerciaux, tu es dans un environnement qui est très contraint, financier. Bon, s'intéresser de manière individuelle à chacun des individus et comprendre de quelle manière ils se sont structurés au niveau psychologique, si en plus tu fais faire le lien avec leur enfance, bon, c'est pas possible. D'accord. Donc tu vois qu'à chaque fois c'est particulier et à chaque fois les approches doivent être différentes. Tu t'adaptes finalement à l'individu et son environnement. Toujours. Et donc quand un manager me dit qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux accompagner un de mes collaborateurs sur la motivation, ma question c'est toi, perso, comment tu fais pour t'accompagner toi-même? Ah oui. Tout part de soi.
Je ne sais pas. Non, pas forcément. Donc, si tu ne le sais pas pour toi, comment tu vas le savoir pour l'autre? Donc, ça part de là. Et l'objectif de la formation, c'était ça. On était dans des mécaniques dans lesquelles je transmettais typiquement les choses qu'on a évoquées aujourd'hui. C'est la motivation. Quand on parle de motivation, de quoi on parle? C'est quoi le sujet? C'est quoi la définition? On sait que la définition, il n'y en a pas une, mais il y en a plusieurs. Et qu'à chaque fois, elle est reliée à des environnements. Pour reprendre cet exemple, dans lequel je donnais pendant la formation d'exemples de sportifs et de quelle manière ces sportifs, pour certains d'entre eux, ils produisaient de la motivation de manière différente. Certains me disaient, comment je pourrais faire moi dans l'entreprise? Mais dans l'entreprise, il va falloir que tu fasses différemment. Ouais, c'est pas la même chose. Je te donne un exemple qui est celui des sportifs. Mais toi, ton environnement est différent, ta psychologie est différente, ton environnement privé est différent, tout est différent. Donc, on peut pas utiliser les mêmes mécanismes. Ouais. Donc, l'idée, c'est quand à un moment donné dans ta vie, tu t'attaques à un sujet qui te préoccupe. Et j'ai envie d'avoir meilleure confiance en moi. Et déjà, tu vas te concentrer sur ça. C'est quoi la confiance en soi? C'est quoi la définition? Elle s'inscrit comment? Peut-être avec d'autres thématiques. Et à partir d'où, de qui et de quoi je pourrais commencer à la développer. Ça commence là. Donc, je commence à me documenter. Et puis, je commence à comprendre, à essayer de comprendre dans quels environnements je vis et quelles sont les personnes qui impactent mon niveau de motivation, par exemple. Ok. Bon, on arrive à la fin de l'épisode. Merci à toi et j'espère que... C'est un plaisir. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'échange. Et tu vois, quand on a des créneaux comme ça, on se rend compte qu'on pourrait poser tellement de questions différentes. On peut partir pendant... Tu vois, moi, j'ai fait un webinaire samedi qui devait durer, c'est tout le temps comme ça, quand je démarre les formations, déjà, quand j'annonce aux personnes, on va faire 4 heures. Mais j'ai fait 4h45, j'ai pas bougé pendant 4h45. Parce que quand on est dans l'énergie, dans le mouvement... Oui, puis je répondais aux questions, comme je le fais avec toi, sauf que là, en face de moi, j'avais 100 personnes. Et du coup, il y a des questions qui viennent de partout. Et... Voilà, après, tu vois, quand on est sur un sujet qui a du sens pour nous, on n'a pas de difficulté à produire de l'énergie. Exactement. Donc de la motivation. La passion est essentielle. C'est ça. En tout cas, est-ce que tu as des réseaux sur lesquels on peut te suivre pour les gens qui aimeraient te suivre? Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Fritz, enfin bon, tous les réseaux qu'on connaît. Alors je ne suis pas sur tous les réseaux. J'ai un peu plus de 600 000 personnes là sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, alors pour ceux qui me suivent, je n'ai pas beaucoup produit les dernières semaines, mais je vais produire un peu plus maintenant. Puis il y aura ton Reels qui va venir contribuer bien sûr. Et de manière magnifique, parce que vraiment là, on est sur un sujet qui me passionne et je te remercie vraiment avec plaisir. De m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être là. Moi aussi, honneur partagé. C'était vraiment un plaisir, même si je n'étais pas forcément au centre, mais vraiment, j'ai aimé l'échange. Tu vois. Moi aussi, vraiment, j'ai très apprécié. Beaucoup d'énergie et c'est très agréable, tu vois. Ta disponibilité, ton écoute, voilà. Donc c'est super. Voilà. Donc j'encourage toutes les personnes, si elles souhaitent être invitées dans un podcast de qualité, n'hésitez pas. Voilà, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode, peut-être. Avec grand plaisir. Bien sûr. À très bientôt. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. On se dit à bientôt pour le prochain épisode. Salut. À bientôt. Ciao.